Salut les codeurs, salut les codeuses. Alors, est-ce que ça a démarré? Est-ce qu'on entend mon son? Je suis pas sûr. Si, ça a l'air de le faire. Je vais me faire un petit retour ici pour voir si j'ai le son. Je suis pas sûr. Nickel. Ça fonctionne. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui nous attend? On va se faire une petite vidéo Nest.js, genre court, impromptu, et puis on va voir ce que ça va donner. Moi j'ai un cursus que je vous présente. Aujourd'hui, il faut que j'arrête de dire Ok, on reprend. 3, 4, 5, 6, c'est parti. C'est pas parti. On va y arriver. Je sais pas pourquoi je stresse autant. D'habitude, ça ne me pose aucun souci. Alors, j'ai plein de petites applications inutiles qu'on va fermer. La musique, je garde. Aujourd'hui, je vous la partage pas parce que j'aimerais avoir la VOD qui tourne en même temps et pouvoir la conserver. Du coup, ça me simplifie la vie de pas vous mettre la musique après pour le montage et la configuration. Super, vous êtes prêts à commencer? Alors, je vais partager mon écran. Ouah, c'est parti les méduses. Allez, c'est trop bien la nouvelle mise à jour d'OBS là. Voilà, nouvelle. Je sais pas, j'avais un peu arrêté d'utiliser OBS, mais j'ai mon OBS de lancer là et vous ne le voyez pas. Si c'est pas magnifique cette affaire, donc je peux aller le lancer, le modifier sans vous embêter et ça c'est super. Donc on va aller sur Chrome, ouvert depuis mon iPad. Mais zut, c'est pas ça que je veux. Ok. On va commencer par aller sur GitHub, où se trouve le repo, parce que je crois que je ne l'ai pas en local. On va vérifier d'ailleurs. Hop, un terminal. Est-ce que j'ai le cursus Nest.js? Si je vais dans Webeleon. Donc, pour ceux qui me connaissent pas, je suis Julien. Je m'occupe, j'ai monté une boîte de freelancing qui s'appelle Webeleon. Et ici, on va parler de Nest. Et je suis donc freelance, back-end et full stack Nest, disponible pour tous vos projets, en remote et à des tarifs intéressants. Alors n'hésitez pas à me contacter si ça vous intéresse. Je rappellerai ça régulièrement. Alors, on va ouvrir le cursus pour commencer. Et le sujet du jour, ça va être deux petites choses. Deux petites choses. Les modules. Je vais refaire un petit tour des modules comme on l'a vu donc sur la vidéo YouTube. Si vous ne l'avez pas vu, je vais vous montrer ça quand même sur YouTube. Alors donc, on va reprendre les choses dans l'ordre. Je devais déjà vous montrer le cursus. Alors, est-ce qu'il me le trouve? Absolument pas. Je vais passer par Webeleon, github/Webeleon, où vous trouvez toutes mes petites choses que je vous mets à disposition. Alors, le cursus est ici. Donc hop, je vous mets ça dans le chat pour le plaisir, si vous voulez le suivre et avoir au fur et à mesure les mises à jour. Ça va pas marcher évidemment. Commencer. Non, il n'y a que cursus. Commencer. Et je vous paste ça dans le chat. Pourquoi il veut pas? Il veut pas me laisser paste. C'est n'importe quoi. Je m'oppose. Ah oui, j'ai bien dans mon truc, mais non, je peux pas vous le mettre là. Donc GitHub, Webeleon, cursus Nest.js. On n'hésite pas, on met une petite étoile, on peut le suivre. Il y a déjà 4 personnes qui le suivent. Et ça c'est super. 2 étoiles, dont une de moi. Et ouais. Là, vous avez le cours jusqu'à TypeORM et un petit projet. Avec ça, normalement, vous avez les bases de Nest. Une grande partie des cours, une grande partie jusqu'aux providers est dispo sur YouTube. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire en live le cours sur les modules et les tests que je vais remonter pour YouTube après, en me servant des rushs, des vidéos de Twitch. Donc, pour trouver le YouTube classique, YouTube, Webeleon, on peut chercher, parce que je crois pas que /Webeleon ça marche, ça prend d'avoir un paquet de monde. Voilà. YouTube @Webeleon. Et vous avez tous les cours. Donc on a fait j'ai déjà fait une vidéo sur les modules
qui traite le début des modules et le fonctionnement de base des modules. Et là, j'aimerais qu'on aille un peu plus loin sur les modules. Alors évidemment, dans un premier temps, dans la vidéo, dans le live, on va commencer par voir l'utilisation des modules, on va dire, basiques et classiques. Est-ce que là, j'ai la possibilité de le coller dans le chat ou est-ce que ça va me casser les noyaux? Alors, si c'est pas le cas, je vais même aller sur twitch.tv et je vais me récupérer le chat. Ça va être pas mal. Channel, viens là. C'est ça que je veux. Alors, hop. Vous avez les cours en vidéo et le cursus. Et évidemment, qui va être disponible dans le chat. Ça mériterait un petit chatbot ou un petit truc comme ça. Mais voilà pour vous. Là, on a tout le cursus de disponible. Ça, c'est moi, en live. Normalement, le reste, je peux taper, mais je ne peux pas faire ça. Donc, super. Est-ce que je vous fais une petite présentation du cursus rapidement? Peut-être, ouais, ça peut être sympa. Allez, on va y aller. Le cursus avec mon super éditeur rose. Donc le cursus est divisé en 9 modules pour le moment, avec plein d'idées pour la suite. NPM installe Don't Ask Again, arrête de m'embêter. Alors, la première partie du cursus, c'est Nest from scratch. Comment on fait Nest sans utiliser la CLI et un petit peu tout ce qu'on a besoin. Donc ça, c'est disponible déjà en vidéo et sur Dev2. Un deuxième module, donc le module 1. On va partir de là, ça c'est le 1, l'autre c'est le 0, c'est un petit peu le test. Installation et premier démarrage. Donc qu'est-ce qu'on va faire pour se lancer dans une application Nest? Pareil, la vidéo est dispo, le Dev2 est dispo, donc ça veut dire que si vous n'aimez pas regarder les vidéos, il n'y a pas de souci, on peut regarder juste le texte. En plus, il y a des super gifs à chaque fois dans les textes. Normalement. Alors voilà, là, la partie intéressante, les modules. La première partie, comment on les utilise, à quoi ça sert et qu'est-ce que c'est. On va revenir dessus dès que j'ai fait le topo sur le cursus. Troisième module, les contrôleurs, comment on les utilise. Donc là, c'est tout le routing HTTP. On a des contrôleurs, c'est beau, mais on est des développeurs back-end. Alors on ne fait pas confiance aux utilisateurs et on ne fait pas confiance aux développeurs front-end pour faire leur validation. On les connaît, ces animaux. Ils sont capables de tout et de rien du moment que ça brille et qu'il y a des petites animations. Alors, on va valider nos entrées pour garantir que tout est quali. Et on fait ça avec des DTO et quelques petites choses. Donc ça, c'est le module 4. Module 5, les providers. Les providers. Alors, les providers, c'est un thème central de Nest. C'est-à-dire que sans ça, il n'y a pas grand-chose. C'est tout ce qui est injectable. Généralement, on appelle ça, quand on débute, des services. Mais ça peut être bien d'autres choses. Et c'est justement ça qu'on va découvrir dans ce module 6 sur les modules, qui va être bien plus poussé sur l'utilisation des providers et comment on va pouvoir faire des providers custom, si j'ai envie de dire, et des providers jetables. Comment, par exemple, on moque dans nos tests des providers, des services qu'on a déjà utilisés et qu'on ne veut pas nécessairement réutiliser. Ouais, j'ai envie de regarder les stats, mais c'est pas bon, ça ne sert à rien, ça me fait mal à la tête quand je fais ça. Ouais, j'ai envie de regarder les stats, mais c'est pas Chut, voilà, mais non, mais arrête, Julien. Méchant, Julien. Ok, dernière chose que je vais vous montrer sur Webéléon, c'est qu'on a un Discord à disposition où je peux répondre à vos questions sur Nest. À le rejoindre, le Discord Webéléon, les lives sont annoncés. Je vais vous faire un petit... allez, je vais le mettre là dans le chat, tant qu'à faire. On n'hésite pas à rejoindre le Discord Webéléon. Et d'ailleurs, je pourrais même me mettre dans un channel... En termes de son, j'écoute plus ma musique. Qu'est-ce qui se passe? Nickel, on est là. On caste. Vous me dites s'il y a des problèmes de son, de vidéo, de quoi que ce soit. C'est peut-être ma musique qui est pétée parce que ça arrive. Oui, c'est un truc bizarre qui va mettre 3 ans à démarrer. Alors ça, pour faire des mesures à 9 temps, il y a du monde. Pour faire des morceaux qui démarrent, il y a moins de monde. Cool. Et bah super, maintenant qu'on a fait le tour, on va pouvoir passer au gras de la vidéo. Le gras de la vidéo étant les modules. Les modules. Les modules. Wouh!
Allez, trêve de plaisanterie. On va repartir sur le petit 2, les modules. Alors là, il y a tout un petit projet de démo. On a une bannière, c'est joli. Donc tout ça, vous y avez accès sur GitHub. Oui, mais j'en ai marre là. À chaque fois, je te dis oui, télécharge le French. Et lui, il me fait non, je m'en fous. Le French, je le zute. Alors, un module, c'est quelque chose qui est central dans Nest. J'ai déjà dit ça sur les providers, mais c'est encore plus central que les providers. Parce que si tu n'as pas de module, tes providers, tu ne peux pas les injecter. C'est impossible. Alors, les modules, ça commence par se mettre avec la déclaration, le décorateur @module. Donc pour te montrer ça, pour vous montrer ça, on va être dans le projet de démo et on va regarder un module. Un module, ça ressemble à ça. Alors lui, il n'y a rien d'installé dessus. Évidemment, hein, c'est le projet de démo qui est mis avec. Je ne mets pas les modules, du moins les nodes modules, dans le repo. Parce que ça ferait un repo qui est énorme, vu qu'il y a un projet de démo dans chaque cours, au final. Un module, c'est un décorateur qu'on met sur une classe vide, qui n'est pas toujours vide. On va voir ça. Des fois, on peut mettre des trucs dedans. C'est cool. C'est 4 propriétés optionnelles dans l'objet de configuration du module. Les imports, donc ça c'est les autres modules qu'on ramène chez nous, que ce soit des modules qu'on ait fabriqués nous, là comme ici on voit le Recipe module qui est un module maison, qui n'a rien dedans, et le module ingrédient, qui est aussi un module maison, qui n'a rien dedans aussi, mais qui va nous être disponible dans notre import. Des contrôleurs, donc controllers, et là on met nos contrôleurs. Voilà, j'ai un petit contrôleur qui est le contrôleur par défaut, le app contrôleur. Et donc ça va mapper toutes les routes du contrôleur qui sont ici, donc un petit slash qui va dire bonjour. Et si j'avais des contrôleurs de déclarer dans mes modules, ils seraient montés automatiquement à partir de ce moment-là. Si je rajoute un recipe controller pour les routes de recettes et un ingredient controller dans les modules pour les routes d'ingrédients, toujours dans l'optique de faire quelque chose de reste, on importe les modules. Et bim bam boum, choubidi choubidi ba, nos contrôleurs sont dispo, mappés, routés, splendides et disponibles dans notre module principal. Ensuite, des providers qu'on a vu dans la vidéo sur YouTube. On y va, on regarde, c'est super. Les providers, donc ça c'est les providers qu'on va pouvoir injecter dans nos contrôleurs. Par exemple, là dans le contrôleur, on voit, on a l'injection du provider app service qui est là. Donc ça c'est suite défaut hein, quand vous créez un projet avec la CLI qui renvoie hello, ça va, hop, les notifs, ce serait bien que ça s'arrête parce que ça me perturbe. Ne pas déranger, parce qu'on est là ensemble pour 2 heures. 2 heures où on parle de Nest, où on parle de modules pour ceux qui ne sont pas arrivés, qui viennent juste d'arriver. Alors donc, notre contrôleur il est branché, notre provider il est branché, et pareil, exports. Donc ça, exports, c'est les providers que l'on va rendre disponibles dans les modules qui importeront notre module. Si j'avais un ingredient service qui rendait disponibles certaines méthodes, du moins les méthodes sur les ingrédients en dehors du contrôleur, je le mettrais dans export et en important l'ingredient module, j'aurai accès dans mes contrôleurs et dans mes autres providers à tous ces providers qui sont exportés dans cette balise export. Alors autant dire que dans le app module, le export ne sert à rien. Rien. Rien de rien de rien. Mais je l'ai mis pour qu'on ait toute la syntaxe. Ok, là c'est cool. On a un module. Mais comment c'est qu'on fait pour le brancher dans notre app? Alors, par défaut, ça va être fait, à moins que vous fassiez un Nest from scratch. Mais vous allez tout simplement le passer dans une Nest Factory, qui elle va s'occuper de faire tout ce qui va bien. On va revenir sur tout ce qui va bien juste après. Et ensuite, bah là, c'est un projet Nest, une API, donc on a utilisé la Nest Factory, donc on récupère un objet qui va être en fait une app express, hein, au final avec des options, des poils. Bien sûr, si on change d'adaptateur HTTP, ça peut être une app Koa, ça peut être une app Fastify, ça peut être une app ce que tu veux. D'accord? Moi je m'en fous. Là l'idée c'est que du coup, dans mon app, je vais pouvoir faire listen
Parce que c'est la Nest Factory, le Create, on s'attend à avoir un adapteur HTTP, donc on est capable de listen. Et voilà un petit peu pour le module 1 de la première partie des modules. Si vous avez des questions, il faut absolument pas hésiter à les poser dans le chat. Ou même si vous voulez venir causer sur Discord, on me dit. Moi je vais sur Discord et puis on peut discuter pour poser vos questions. Tiens, regarde, même là, direct, je vais dans le chat. Je vais dans le chat live. Le Discord est disponible. Alors je suis en push to talk. Je vais me mettre en push to pas talk, en pas push to talk. Donc ça veut dire que quand on est dans le Discord, on peut couper le son du live. Ça sert à rien. Mais s'il y a des questions, s'il y a des choses, je suis là, je les entends. Alors malheureusement, ça ne viendra pas dans le chat, dans le live, le son de vos voix. Mais c'est possible. C'est possible. Je suis là, je suis avec vous, je suis à votre écoute. Ce sont 2 heures d'entraînement, de coaching sur Nest. Si vous avez des questions Nest.js, faut pas hésiter, il faut venir. Ok. Maintenant que je continue ma pub, on va reprendre un petit peu le cursus. Et tout ce que je vous ai dit là est disponible dans le cours qui est sur GitHub, qui est sur Dev2, qui est accessible. Je bug. Je bug une fois, je bug 2 fois, je bug 3 fois, je bois du café. Et me voilà réparé. Alors, sachant que je vis dans une petite maison, il est possible que j'ai des invasions d'enfants. Ça peut arriver. Petite tête blonde comme ça, frisée. Alors, nos modules. Ok, donc là j'ai dit tout à l'heure, une fois qu'on va le mettre dans la Nest Factory, ou qu'on va le passer dans une factory, parce que il n'y a pas que celle-là, notre module, il va être compilé par Nest. Alors Nest, pour compiler, ce qu'il va faire, c'est qu'il va créer un arbre de dépendance. Il va partir de notre premier fichier, on va retourner dans les sources, il va partir de notre, on va partir de notre fichier. Donc là, on lui dit, compile-moi cette app. Alors, pour qu'il la compile, il va partir du module. Il va regarder dans le module, il va dire, j'ai besoin de quoi? On va commencer par les imports. Il descend son petit arbre. Il va regarder dans les imports, j'ai le recite module. Eh ben, je vais compiler le recite module. Le recite module, il a rien. Mais là, s'il avait des contrôleurs, hop, s'il avait des providers d'abord, il commencerait par les charger. En regardant les dépendances de chacun, si elles sont disponibles dans le module, il va les injecter, il va préparer les classes, il va les passer au contrôleur. Il va prendre les providers qui sont exportés, il va les mettre dans un petit paquet. Ce petit paquet, il va le passer au-dessus et les rendre disponibles dans l'arbre de dépendance en disant attention, je suis dispo. Je schématise. On revient dans notre module, il regarde le deuxième import, il va faire la même chose. Il va dans le module, il regarde les providers, il instancie les providers avec les dépendances. Donc là, si par exemple vous avez oublié un provider dans votre module, imaginons que vous avez besoin des configs et vous n'avez pas importé le module de config à cet endroit-là. C'est la fameuse erreur, il manque quelque chose, provider non disponible, et là il y a un index 2, 1, 2 en fonction de la position dans les arguments du constructeur. De celui qui a la dépendance qui manque, et il veut dire tac, ça manque. Je n'ai pas ça dans mon module, il faut que tu ailles regarder. Et donc là, ça veut dire que vous n'avez pas importé un module dont vous avez besoin, ou vous n'avez pas déclaré le provider dont vous avez besoin ici. Alors si vous utilisez la CLI, quoi qu'il arrive, il n'y aura pas besoin de déclarer tous ces trucs-là. Il va s'en occuper. Pour vous, il est sympa la CLI. Elle est sympa la CLI. Et voilà ce qui nous donne un premier tour des modules. Donc ça, c'était le premier volume avec la vidéo en ligne. Elle est peut-être mieux expliquée là, plus vivante, plus dynamique, parce que je le fais sans script, sans me répéter 36 fois, sans me refilmer et dire non, j'ai raté, c'est bien, c'est pas bien. Bon, c'est plus sérieusement. Plus sérieusement, on va rentrer dans le gras maintenant qu'on a passé notre demi-heure. Est-ce que vous avez des questions sur les Twitch? Ah bah oui, Graphic Art en ligne en même moment, je risque pas de faire concurrence. Bon, Graphic Art, si vous connaissez pas, c'est un super Twitcher, un super codeur, qui est vachement sympa et qui a une école en ligne et qui accessoirement stream souvent. Vous pouvez voir. Très actif. Là, ça fait du chat GPT.
Voilà, donc n'hésitez pas, s'il est en ligne, allez voir, ça vaut vraiment le coup. C'est très sympa. Superbe. Hop. Je vais fermer tout ça. Nickel. Maintenant, attaquons le sujet plus intéressant. Les modules. Partie 2. Alors c'est vrai qu'à ce moment-là, si j'étais dans une vidéo, il va me falloir un truc du genre... c'était quoi mon intro de toutes les vidéos un peu pourries là que je faisais? Attends. J'ai trouvé ça dans contrôleur, script. On l'a. Bienvenue dans ce nouveau cursus Nest.js par Web et Léon. Je m'appelle Julien et je serai ton guide tout au long de cette aventure qui fera de toi un véritable expert Nest. Alors abonne-toi pour progresser rapidement. Ah, c'est pompeux, hein. Mais on va le faire. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du cursus Nest.js par Web et Léon. Je m'appelle Julien et je serai ton guide tout au long de cette aventure qui va te permettre de devenir un véritable expert Nest.js. Aujourd'hui, je vais te parler des modules. Alors, il y a déjà une vidéo qui te parle des modules, le module partie 1. Tu peux aller voir dans l'historique YouTube où je mettrai un lien dans la description de la vidéo. Aujourd'hui, on va parler des concepts plus avancés des modules. Alors, je te laisse découvrir, tu vas voir, ça va être le fun. Et qu'est-ce que vous en pensez de cette intro? Pas de questions, merci. Bienvenue sur le chan, Lopki5. Alors, j'ai fait ma petite intro de début. Alors, les modules partie 2. Alors, ça va être une approche très théorique et très personnelle, là. C'est pas quelque chose qui est admis par la communauté, mais c'est quelque chose que j'ai remarqué au fur et à mesure de mes expériences, c'est qu'il y a vraiment deux types de modules. Tu as les modules purement techniques, qui vont être des modules de code, typiquement un logger, ou quelque chose qui va te permettre de collecter tes stats au fur et à mesure, ou une couche d'événements. Donc vraiment un module technique. Et ensuite, vous avez un deuxième module qui va être les modules de fonctionnalité. Ton module de fonctionnalité, c'est le code métier. Tu vois, c'est ce qu'on dit en général, le code métier. Dans ton module de fonctionnalité, généralement, il y a un contrôleur. Il y a un contrôleur si c'est un module pour une API REST, hein, mais ça peut être des endpoints, du moins un contrôleur pour des WebSockets. Ça peut être plein d'autres choses, quelque chose qui va écouter les événements, mais on va essayer dans un module de fonctionnalité de mettre un maximum de logique métier. D'utiliser des mots qui parlent aux gens du business. Logiquement, un module fonctionnalité, vous devriez pouvoir passer le code ou les sources à un type du design, du marketing ou des sales. Et si le code est bien fait, il est censé comprendre ce qui se passe. Alors ça, c'est Oncle Bob qui dit ça. Oncle Bob, il dit du bon code, ça se lit comme de la prose. Et ces modules-là, étant réellement purement métier, ils sont censés être lisibles comme de la prose. Merci Nico de m'écouter en fond, ça fait plaisir. Alors Nicolas Dodin, développeur chez Pilote. Si vous êtes freelance, Pilote, ça vous intéresse. C'est une super extension pour mettre à jour toutes ces... Je ferai une pub Pilote plus tard. Pour le moment, je vais continuer. Donc, mon module fonctionnalité, mon module métier, réellement, on cherche à le rendre le plus clair possible. Là, on va mettre que de la logique métier. Peut y avoir des accès à la base de données, hein, je dis pas. Mais c'est des modules qui typiquement peuvent ne pas avoir d'accès à la base de données et ne pas s'occuper de la persistance des données. Et alors c'est là qu'on rentre dans un petit pattern qui est super sexy, qui est Ports and Adapter, ou l'architecture hexagonale en français. Mais Ports and Adapter, je trouve que c'est un peu plus clair parce que ça dit ce que ça fait. Y a des ports, comme un port de bateau ou un port ferroviaire, et des adapteurs. Donc, nos adapteurs, c'est ce qui va nous dire, par exemple, je veux une classe avec une interface que je définis. Vous me passez n'importe quelle interface qui va sauvegarder ma donnée. Moi, je ne me soucie pas dans mon code métier de savoir où elle est sauvegardée. Elle peut être sauvegardée dans une base Postgres. Elle peut être envoyée... je sais pas, dans un fichier JSON qui est posé sur S3, c'est pas mon problème. Parce qu'à ce moment-là, je suis vraiment dans du métier. Et donc, via mon adapteur, derrière, je lui dis sauvegarde. Et puis, en fonction, je peux même passer plusieurs adapteurs. Des adapteurs, un qui va sauvegarder dans la base, un qui va envoyer un message sur Discord pour dire que tu as un nouvel utilisateur, et un qui va envoyer à Segment.
à partir de là, moi, ça ne me concerne pas dans mon module métier. Donc le module fonctionnalité. Et puis à côté de ça, le module purement technique, des modules partagés. Ceux-là, typiquement, s'ils sont bien faits, on peut prendre le code avec des adaptations mineures, le mettre dans un dossier, le publier sur NPM et l'installer derrière dans d'autres projets. Ça, c'est le module technique qui est bien foutu. C'est pas évident parce qu'il y a toujours un petit peu de couplage dans la vraie vie, du code. On voudrait des modules qui sont absolument découplés les uns des autres, mais la réalité fait que des fois découplés, surtout dans les entités où j'ai un utilisateur qui a besoin d'un profil, du coup utilisateur et profil sont un petit peu couplés. À moins d'être vraiment dans un microservice bien pur, bien protégé, d'avoir 10 mecs pour faire le développement, de séparer tous les trucs, on peut s'en sortir à pas faire de couplage. Mais la réalité fait que souvent, on a un certain couplage et un certain lien entre nos modules. On va tendre à le découpler, et si tu réussis à pas avoir de couplage dans ton module technique, t'as gagné. T'as gagné parce qu'il va être super réutilisable. Tu vois, t'es dans un monolithe au début, je te fais le cas d'usage, le cas de la vraie vie. T'as commencé à développer en monolithe parce que y a qu'un développeur, t'es dans une startup, t'as pas le temps de faire des microservices et ça ne fait aucun sens. C'est énormément de travail, d'architecture, de mise en place, c'est énormément de taf à tous les niveaux. Donc t'as fait un monolithe, truc qui fait le plus de sens pour ton API. Commence à y avoir 1000, 2000 utilisateurs sur ton API. C'est cool, il y a du cache qui rentre, on a du temps. On va commencer à faire un premier microservice. On touche pas au monolithe encore. Hein. On dit par exemple, on veut ajouter une nouvelle fonctionnalité de mailing. Et ça, le mailing, on va le mettre dans un microservice. On a montré notre infrastructure autour d'événements pour communiquer entre les différentes choses, parce qu'on trouve que le CQRS, c'est classe. Parce qu'à ce moment-là, on n'en a pas encore besoin, mais on trouve ça classe, et on s'est dit, pour l'avenir, c'est bien. Et ben nickel. Je crée mon nouveau microservice à côté. Je prends mon dossier d'événements pour écouter, mon event listener. Je le fous dans l'autre projet. Et là, si c'est bien fait, ça marche tout de suite. Il n'y a rien à adapter. Il y a juste à déclarer le module aux bons endroits. Mais on a accès tout de suite à nos providers et ça fonctionne. Notre logger, qu'on a fait dans le premier dossier, qui est un module technique, qui va faire des trucs super cool. Parce qu'il ne va pas s'occuper que de loguer. Alors quand on est en dev, il log dans la console. C'est très sympa, c'est très joli. C'est super cool, mais quand on est en prod, on ne veut pas loguer dans la console parce que nos instances, nos conteneurs Docker, on les jette. Aller se connecter sur un conteneur Docker pour regarder les logs, c'est méga chiant. Et comme on veut analyser ce qui se passe, on va plutôt aller faire des logs structurés en JSON. Et donc notre logger, il est capable de faire, en fonction de l'environnement, des logs structurés qui sont envoyés en HTTP vers un ingress et des logs textuels classiques pour le développement. Et ben notre logger, on veut le récupérer, on veut le remettre. Et ben je prends mon module technique de logger, je le copie, je le colle. Il marche. Bon, j'ai fait ça 4 fois dans 4 microservices. Je le copie, je le colle dans un nouveau dossier. Je le publie sur un NPM privé parce que c'est ce qui se fait en entreprise, soyons honnêtes. Il y a peu de chances que vous copiez votre code et que vous le mettiez dans un module sur NPM en public. Donc il est hébergé dans un repo de package perso ou privé. Et ben là, on le met sur NPM et puis on va installer notre repo privé dans tous nos nouveaux microservices, on refactor et au fur et à mesure, en fait, du coup, notre module technique, il a été bien codé au début, il est découplé, on est capable de le déplacer comme ça. Lui, on le passe aux sales, au marketing, aux différentes personnes. On leur fait lire le code. Malheureusement, ils vont rien comprendre parce que c'est un module technique. Et c'est là l'avantage de séparer notre module technique de notre module de fonctionnalité, c'est qu'on a une partie du code qui est parfaitement compréhensible par le métier et une partie du code qui est parfaitement compréhensible que par les techs. Mais on ne pollue pas la partie métier facilement compréhensible par tout le monde avec des considérations purement techniques, des considérations de développeurs. Effectivement, moi j'ai besoin de savoir comment on va enregistrer dans Postgres nos infos, comment on va utiliser les repositories. Mais quand j'en parle à mon client, le client, à moins qu'il soit très technique, on n'a pas grand chose à faire. Ce qu'il veut savoir, c'est pourquoi j'ai pas la bonne date à tel endroit, ou pourquoi
j'ai pas les bonnes données qui s'affichent. Ou alors, comment on fait pour retourner le contrat d'un client. Ça, c'est des choses qui les intéressent. Et l'avantage d'avoir un code, des modules de fonctionnalité très lisibles, écrits réellement pour être lus comme de la prose, et ben, quand on leur parle, on peut leur montrer du code. Et ça a deux avantages. C'est que ils peuvent voir comment ça marche et le comprendre, donc au besoin aller re-regarder, on peut leur expliquer ce que j'ai jamais vu en vrai, mais ce qui est mon rêve aujourd'hui, de pouvoir montrer et puis qu'ils puissent aller regarder cette logique technique. Et le deuxième avantage, c'est que s'ils comprennent le code qu'on a vu, ils ont plus confiance. Et ça, c'est important. Et puis un autre avantage, c'est que quand tu as un développeur qui arrive, et tout de suite, il peut comprendre le métier, ou en tout cas l'implémentation du métier, directement en lisant le code. Évidemment, tout ça, je parle d'un monde parfait, un monde où les deadlines sont longues, où tout le monde est motivé et où il n'y a pas d'ESN. Attention, je critique pas nécessairement les ESN. Pour le coup, je vais passer sur le sujet pour éviter de m'embourber dans une connerie. Ok. Donc l'idée est là, 2 types de modules. Ça, c'est de la logique, c'est de l'architecture, des modules techniques et des modules de fonctionnalité. Donc n'hésitez pas, les sources sont dispo sur le GitHub de ce petit cours. Vous y avez accès. Et si vous avez des questions, il y a Discord, il y a le Discord Web et Léon, il y aura la vidéo YouTube quand elle sera montée à partir de ce live. Et donc, voilà, vous pouvez poser les questions directement ici, ou me reprendre si je dis des conneries, parce que c'est fortement possible. Alors maintenant, on va rentrer dans un autre territoire. Le territoire des modules dynamiques dans Nest. Alors ça, c'est un sujet, tu vois, regarde, j'ai mis comment gérer ce genre de module, j'ai pas fini de le remplir. Merci, ça fait plaisir que ça plaise et que tu trouves ça intéressant. Ok, donc je vais rentrer dans ces modules. Alors j'appréhende un peu parce que jusque-là, que tu fasses du Nest, ou fassiez du Nest, ou vous fassiez pas du Nest, c'est des considérations générales. La première partie où j'ai présenté l'utilisation des modules, si vous ne faites pas de Nest, ça vous donne un début de cours, un début de piste pour vous lancer dans Nest. Là, les modules dynamiques, on est clairement dans une utilisation avancée. Alors, j'ai pas d'exemple directement dans ce projet, mais je vais en ouvrir un. Les modules dynamiques, vous en avez nécessairement vu. C'est quand on voit for route async, for feature. Donc ça, c'est des modules qui vont être configurés à l'import. Attention à écrire, c'est un chouïa plus complexe. Parce qu'on a vu pour le moment que dans nos modules, ils sont vides. Je reprends mon exemple du app module. Il est vide, mon app module ici. Je fais rien avec. Mais on peut faire des choses. Il y a des trucs là-dedans de disponibles. La Screaming Architecture. Alors, j'ai pas le terme. Du coup, je vais aller chercher ce que ça veut dire parce que je suis curieux. Screaming Architecture. Clean Coder. Ah si c'est Oncle Bob qui en parle, je suis heureux. Ok. Oui, en gros, c'est ça. Tu le lis comme de la prose. Et on sait exactement ce que tu veux dire. Un bel article de Oncle Bob que je vais me garder de côté. Je vais le mettre dans le Discord pour aller le lire après le live. Je le mets ici. J'aurais pu le mettre dans English. Cool. Donc, nos modules qui se configurent. Il faut bien comprendre le fonctionnement des providers pour utiliser ça. Oui, que je m'explique. Ça, d'une certaine manière, ça va être transformé en providers. Ou en factory de providers. Ok ? Jusque-là, ça va. Jusque-là, ça va. Je vais ouvrir parce que ce sera beaucoup plus simple de causer avec du code. Sur ce sujet-là. Nest Redis, Nest OpenAI. Allez. Nest OpenAI, je trust le project dans une nouvelle fenêtre. Ok.
Donc les modules dynamiques, généralement quand on approche ça, c'est qu'on a besoin de créer un package npm pour nos modules, ou qu'on a des modules qui ont besoin d'être configurés et qu'on ne souhaite pas que la configuration soit écrite en dur. Alors là, c'est un petit peu un bazar. Donc là, c'est un package npm qui est dispo, qui permet d'aller causer à OpenAI. Et on a un module, du coup, qui est un peu plus compliqué. Donc notre module ne sert à rien. Du moins, ici, on va pas remplir le @module quand on fait un module dynamique. Ça, c'est hyper important, parce que notre module, on va le retourner via une méthode statique. Vous le voyez ici. Donc, le plus facile, ça va être le for root. Le for root, on n'a pas de factory à prévoir, on n'a pas de choses à concevoir, on laisse pas de place à l'utilisateur pour exécuter du code. On va juste lui demander généralement des options ou des choses qu'on va avoir besoin, des providers, ici des mimes, et après les passer. Moi, l'objectif de mon module, c'est de rendre disponible le OpenAI Service. Alors ça, c'est une version très simple. Quand on est dans TypeORM ou dans Mongoose, ou les modules Mongoose, on est dans un niveau d'injection qui est beaucoup plus complexe parce qu'on va exporter dynamiquement encore plus de providers. Et en fait, l'idée, c'est de construire nos providers dans cette méthode dynamique. Donc on le type en dynamique module. Alors, les dynamiques modules, on va partir du début. Ça a un jeu d'options. Donc là, on va aller directement dans les sources de Nest. Allez, emmène-moi dans les sources de Nest. Je n'ai pas installé les sources de Nest. On va installer les sources de Nest. Les sources. La dépendance. Mais quand vous en avez besoin, la dépendance Nest est assez bien documentée par elle-même et assez claire, et le code que l'on peut y lire est généralement suffisant pour comprendre ce que l'on a à faire. Mais on va devoir faire quelques sauts. Alors, dynamic module, il peut être un module de type n'importe quoi, module metadata. On va avoir toutes ces options. Donc là, vous voyez, on est pareil sur module metadata. Je reviens. Mes options vont être plus intéressantes. Alors, les options sont généralement... Il y a plusieurs méthodes à faire. L'idée, c'est qu'on va, dans ces options, créer des providers et des demi-modules. Ouais, je sais, c'est pénible. Mais donc, comme vous voyez, vous pouvez déclarer tout de suite vos mots-clés import. Donc là, c'est l'ensemble des providers qu'on va vouloir récupérer pour pouvoir les injecter ici et qui vont être rendus disponibles dans la factory. Vous le voyez quand vous le faites sur un... Est-ce que j'ai un TypeORM là? Un TypeORM déjà monté. Ici, démo TypeORM, on peut aller voir. App module, nickel. Donc là, comme on voit, c'est les mêmes options que sur un constructeur de TypeORM. On va importer pour mettre nos modules. Moi, j'aime bien les modules de config et j'aime bien que mes configs soient comme ça. Donc c'est pour ça que j'utilise cette forme de TypeORM en async. Mais cette forme, elle peut faire du sens aussi pour aller récupérer des choses dans un vault. Dans un vault, donc c'est-à-dire des secrets qui sont cachés, encryptés et loin et indisponibles. On y aurait accès ici dans notre factory. Donc là, dans import, je vais importer mon module root qui va me permettre de récupérer ma config qui va être injectée ici. Donc là, le typage est entièrement tout à faire, mais derrière, j'ai accès à mon module de config. Mais je pourrais avoir un module technique, cette fois, toujours technique, un module technique qui serait chargé d'aller lire des secrets à dispo, ou qui ferait sa tambouille pour lire les secrets dans les variables environnement, qui se connecterait au secret manager d'AWS et qui récupérerait les secrets pour les passer à cet endroit-là. Sans qu'à aucun moment, aucune variable d'environnement ne soit exposée ou de lien vers ces choses-là ne soit exposée nulle part. Très sympa à développer en local, ce genre de choses, mais très bien pour des applications sérieuses, genre banque, assurance, où la moindre faille, c'est des données perso, c'est du pognon qui se barre. Ça c'est dit, mais c'est un niveau de complexité pareil que j'ai pu rencontrer que dans des très grosses boîtes. On s'embête pas à mettre ça en place quand on monte sa start-up ou quand on fait son projet perso.
On a déjà du monde, on a de la bande passante pour développer. Quand je dis on a de la bande passante pour développer, on a des équipes de développeurs. Et j'insiste sur des équipes de développeurs, parce que ça reste de la grosse machine. Bien sûr qu'on peut l'utiliser sur une petite machine, on peut prendre le temps, mais généralement, vu ce que coûtent les développeurs, on a plus tendance à vouloir leur faire de la feature que ce genre d'optimisation technique, à moins que ce soit extrêmement sensible. Alright. Donc, jusque-là, on a pigé. On a nos imports qui sont récupérés. Donc, nos imports qui sont passés par le module, qu'on a récupérés de nos paramètres. Notre module, c'est le nom de la classe. Ça c'est pas très important techniquement. Et ce qui devient plus compliqué, on va dire, c'est après, quand on va rentrer dans ces providers. Donc cette forme de providers, ça c'est un provider custom. C'est au lieu de mettre sur une classe @injectable, on va dire provide, on va passer le token d'injection. Donc si vous vous rappelez, si vous avez vu la vidéo sur les providers, ou que si vous connaissez un petit peu le fonctionnement interne, ou si vous ne connaissez pas, je vais vous l'expliquer. Pour injecter quelque chose en nest, on se base sur un jeton d'injection. C'est une chaîne de caractères. Quand on le met sur une classe, vous ne le voyez pas en général, mais c'est le nom de la classe. C'est le class name. Quand vous créez une classe, vous pouvez faire .classname. Ce qui est plus tout à fait vrai aujourd'hui, ce qui était vrai il y a 3-4 ans. J'ai pas regardé les entrailles, mais on va dire que ça suffira pour aujourd'hui de savoir que c'est le class name qui est utilisé, parce que c'est cette valeur-là au final maintenant. Et derrière, une valeur ou une méthode d'obtenir ce que l'on va avoir pour ce token d'injection dans le moteur. Là ici, je lui fournis une valeur directement. On prend les options, on passe les options et on rend disponible sous ce token d'injection. Là, c'est un peu plus complexe parce qu'on utilise une factory. La factory qu'on a récupérée depuis nos paramètres qui va nous renvoyer les choses. Alors là, c'est là qu'on lui passe tous les injects, toutes les choses comme ça, les imports, les machins, les trucs, les muches, les choses dont on a besoin. Et après, on récupère nos options. Alors, la prochaine étape, évidemment, c'est de se servir de tout ça. On a rendu disponibles nos configurations de l'utilisateur à notre module technique. Voilà. On a offert la possibilité, donc, for root async avec une factory. For root, on passe juste les options. Si vous tombez sur des vieux projets ou des vieilles librairies, vous verrez encore register et register async, qui était la vieille terminologie. On voit aussi for feature, chose que j'ai pas implémentée ici, mais qui a un autre niveau de complexité encore. Et donc derrière, je reviens à mon config option. Là, je vais pouvoir récupérer dans mes différents services que je vais exposer et exporter les config que l'utilisateur m'a passé à l'entrée. Et derrière, je vais pouvoir m'en servir. Ici, j'ai besoin du provider. J'injecte. Le provider, ça fait longtemps que je n'ai pas touché, il a aussi ses options. Depuis les options, il récupère la config, la clé d'API. Il nous génère un petit client OpenAI. Et on va le récupérer après dans notre service, et dans notre service, on va pouvoir faire notre chose. Et l'utilisateur, derrière, lui, il a juste eu à passer ses configs, et il gère ça avec un for root async. Et c'est là toute la magie et toute l'utilisation des modules dynamiques. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, si vous êtes déjà frotté à cette petite chose en Nest. C'est pas un truc qui est très courant non plus, hein, je vous rassure. Ça arrive qu'on en ait besoin. C'est bien de savoir le faire, de savoir comment ça marche aussi, par curiosité. Quand on voit for root d'un module qui nous est exporté, savoir comment ça fonctionne et comment on peut le créer, moi je trouve ça hyper intéressant et hyper cool. Et puis après, si vous voulez faire vos modules sur NPM réutilisables, il va falloir savoir le faire. Vous pourrez voir cette vidéo quand elle sera montée. Fais voir la config option. Ah, c'est des chaînes de caractères ici. C'est inacceptable. Voilà. Hop, et on fixe ça. Et quand je repasserai dessus, quand j'aurai besoin d'OpenAI, je remettrai un tour sur le package NPM.
On revient au cours. Est-ce que les modules dynamiques, ça vous parle? C'est clair. Vous avez des questions. Vous avez hyper envie d'en faire maintenant. Si c'est le cas, faut pas hésiter. Alright. Maintenant, je vais faire un petit pour récupérer pour le montage YouTube. On va faire une petite outro. Et ben, merci beaucoup d'avoir suivi ce cours Nest.js sur les modules avancés. Je suis Julien de Webéléon et si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire ou alors rejoins-moi directement sur le Discord Webéléon pour les poser. A bientôt pour de nouvelles aventures. Des fois, je fais même de la musique. Je crois que j'ai fait une vidéo où j'ai enregistré avec le ukulélé et tout. On verra. Je ferai peut-être ça. Ok, alors combien de temps il nous reste sur le live? On a passé 1 heure sur les modules, c'est cool. Maintenant, j'aimerais parler des tests. Ah, les tests. Un grand sujet. Est-ce que vous faites des tests? Des tests unitaires, des tests fonctionnels, des tests end-to-end? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de test-driven development, de behavior-driven development, de tests... y a plein de termes derrière. Tout ça, c'est mystique au début, c'est une galère. Je sais, je suis passé par là. Mais une fois qu'on commence à utiliser les tests, c'est difficile de s'en passer. Alors je dis pas qu'il faut tout le temps tout tester. Attention, hein, quand je dis il faut pas tout le temps tout tester, c'est que ça sert à rien de tester un passe-plat. Hein, mais toute la logique métier ou toute la complexité, il faut la tester. C'est important. Bah, c'est pour vous. Alors, j'apprends le TDD. J'ai ouvert la porte de tous ces concepts dont tu parles depuis 1 semaine, mais dans l'environnement Next. Ok. Bah, il y a plein de concepts qui sont communs entre les deux. Parce que dans les deux cas, on va utiliser Jest. Nous, on va avoir besoin de compiler des modules avant dans Nest. Et dans Next, tu vas utiliser probablement la React Testing Library. Et puis nos tests end-to-end, nous, on les fait avec Axios. Les vrais end-to-end d'intégration, on les fait avec Axios pour aller appeler notre API déployée. Et toi, tes vrais tests end-to-end, tu les fais avec Cypress ou avec Playwright, qui sont deux librairies très très cool. Qu'on peut utiliser pour autre chose que des tests, d'ailleurs. Des tests sur le projet où je suis. Ok, pour le moment, tu en es plus sur une phase de test unitaire ou sur une phase où tu as déjà attaqué à faire des tests Cypress fonctionnels Ah oui. Oui, c'est Nico. Oui, mais même question en vrai. Où est-ce que t'en es? J'ai vu que tu postais des questions sur l'utilisation de Cypress sur LinkedIn. Et moi j'ai une question, c'est comment on fait des tests end-to-end sur une extension Chrome? D'ailleurs, on est entre deux cours. Je vais vous parler un petit peu de cette extension. Parce qu'elle est bien cool pour les freelances. On revient là. Donc, pilote, c'est une extension. Ta connexion Comet a été perdue. Ok. Donc c'est une extension qui est pensée pour les freelances. Si tu es freelance et que tu as déjà passé un peu de temps à gérer tes profils sur Malte, sur Comet, sur Cherrypick, sur TopTal, sur tac, la liste est immense. Et ben, c'est long, c'est galère et c'est chiant. Alors, Pilote, ça va pas remplir ton profil pour toi, mais ça peut permettre de mettre à jour ta disponibilité entre les entre déjà différentes plateformes, et ensuite de ça, d'envoyer ton CV à jour et toutes les mises à jour que tu fais dans un paquet de cabinets de recrutement qui recherchent des freelances. Alors, qu'est-ce que ça en dit? Voilà, j'essaie de switch ma logique en fond pour utiliser des présentateurs avec des use cases, des gateways, des modules justement. Ok. Et ensuite l'extension Chrome avec Puppeteer et a priori Playwright ou Cypress. C'est pas possible. Bah ouais, c'est ça parce que t'as besoin de pouvoir lancer la page.
Extension Chrome avec Puppeteer. Ok, donc c'est ça. Et puis après, vous vous inscrivez sur Pilote. Vous remplissez votre profil, vous mettez toutes vos petites choses. On remplit son profil LinkedIn, on importe son profil LinkedIn. Hein. On s'emmerde pas à le re-remplir une énième fois. On met à jour ses compétences, on revient toutes les semaines pour dire je suis dispo. Ça arrive chez les recruteurs et on reçoit des missions. Et on sait même pas que ça vient de Pilote. Voilà, c'était le petit moment publicité. Après ce petit moment publicité, on va attaquer la partie test sur Nest. Alors, c'est dans quel ordre déjà? Alors, je crois qu'on a 3 sujets qui sont présentés. Test, parce que je l'ai écrit il y a un petit moment. Ce cursus pilote, c'est cool. En plus de ça, l'équipe déchire. Test automatisé. On va parler du général, des tests, un petit peu, qui est quoi, qui fait quoi, qui a quelle utilité, pourquoi. Ensuite, on va voir les tests end-to-end, les tests unitaires, pardon, et les tests end-to-end. Alors, les tests end-to-end que je vais présenter, c'est plus des tests, on va dire, d'intégration, parce qu'ils ne vont pas être end-to-end sur un environnement déployé, mais on n'est pas loin après. On pourra en parler d'ailleurs d'un jeu de test réellement end-to-end. Tac. On va faire la présentation que je me rappelle de mon pitch de début. Bienvenue sur ce second cours. Oui, je suis censé la connaître maintenant, j'ai fait assez de fois. Bienvenue sur ce nouveau cours du cursus Nest.js par Webéléon. Je m'appelle Julien et je serai ton guide dans cette aventure qui va t'emmener à devenir un expert Nest.js. Aujourd'hui, je vais te parler de tests. Test unitaire, test end-to-end, TDD, BDD, c'est des mots qui te parlent, c'est des mots qui te parlent pas. Après ça, tu vas voir, tu vas gérer. Alright, j'ai fait ma petite intro. Ok, donc les tests automatisés. Alors, dans un monde idéal, je vais reprendre un petit peu ma formulation, dans un monde parfait, dans un monde idéal, nos spécifications fournies par nos PO seraient un jeu de tests. Sur une API, il montrait directement le postman avec les entrées, les sorties, une explication à côté, et puis comme ça, on valide sa feature en ayant directement le test qui nous dit c'est possible, c'est pas possible. Mais dans la vraie vie, ça m'est jamais arrivé. Le jour où ça m'arrive, je m'achète une bouteille de champagne et je l'offre à la personne qui me fait ça. Réellement, c'est dit, c'est donné. Des spécifications fonctionnelles qui seraient données via un jeu de test, je file à la personne qui me fait ça dans un contrat futur ou présent une bouteille de champagne. Et je suis sérieux. Vous pouvez trouver beaucoup de choses sur les tests, c'est quelque chose qui a été beaucoup théorisé sur le sujet. Il y a d'ailleurs tout un mouvement qui s'appelle le software craftsmanship, l'artisanat logiciel, qui vise à théoriser justement ces bonnes pratiques de développement et surtout la pratique assidue des tests. Il y a plusieurs approches sur les tests, il y a plusieurs types de tests et il y a plusieurs méthodologies de tests. Celle dont on entend le plus parler, c'est le TDD, Test Driven Development. Le développement guidé par les tests. Donc l'idée, c'est on écrit d'abord son test et ensuite on va écrire son code. Alors ça marche super bien, c'est super pratique. Si vous réussissez à le faire, vous allez partir sur du code solide. L'avantage de cette pratique et de cette méthodologie, c'est qu'on va être obligé dans un premier temps de réfléchir à son code, de réfléchir à ce qu'on veut en entrée, ce qu'on veut en sortie et comment notre fonction doit se faire. Généralement, le TDD, c'est fait avec des tests unitaires. Mais rien n'empêche de faire des tests d'intégration dans le cadre d'une API avant de brancher un contrôleur. Vous montez votre test sur votre contrôleur, vous dites les cas d'erreur, je suis pas authentifié, vous montez tout ça, et puis après vous codez votre API, vous lancez votre test, ça marche pas, vous savez tout de suite, vous avez un feedback. Le test driven development, le souci c'est qu'il faut savoir où on va et ce qu'on code. Alors je sais, en général on est censé savoir où on va et ce qu'on code, mais des fois on nous demande une feature et on ne sait pas comment le faire. Et là c'est pas nécessairement le plus facile d'écrire le test d'abord, mais ça permet de structurer sa pensée.
Alors je vous recommande vraiment cette méthodologie. Je le prêche, je le pratique, mais pas à 100%. Donc il ne faut pas se sentir... comment dire? Il ne faut pas se sentir mal de ne pas faire de TDD. Des fois, on va dans des meet-ups, dans des choses, on voit des développeurs très seniors, très experts, qui ne jurent que par le TDD, et au final, on se sent un peu comme détruite, parce qu'on ne pratique pas le TDD à fond. L'idée, c'est de s'en servir. Les tests, c'est un outil. En tout cas, c'est mon conseil. Les tests, c'est un outil, c'est quelque chose qui va vous permettre d'accélérer votre développement, qui va vous permettre d'améliorer votre code, dans sa qualité, dans sa performance, à plein d'égards d'ailleurs. Mais c'est un outil. Si l'outil devient le but, si un moyen devient un but, on est passé à côté d'un truc. Réellement. Alors après, il y a plusieurs... Donc, je vais sortir un petit peu de tout ça et venir avancer sur mon idée de test. Il y a plusieurs stratégies de test. Les deux plus grandes familles sont les tests unitaires et les tests end-to-end, ou les tests d'intégration. C'est les deux extrémités d'un spectre. Alright, bonne réunion. Bonne réunion. C'est les deux extrémités d'un spectre, ces tests unitaires et ces tests end-to-end. Spectre qui est très bien représenté par la pyramide des tests. Je dois pouvoir vous trouver quelque chose. Pourquoi je mets un T? Pyramide des tests. Voilà. On trouve quelque chose qui est assez bien là-dessus. Voilà, l'image est assez correcte. Ouais, elle me plaît moyen. Mais on va la garder. Ok, notre pyramide des tests, ce qu'elle veut dire, c'est que plus vous êtes en bas, plus c'est des tests qui coûtent peu, et plus vous allez en avoir. Typiquement, du test unitaire, ça coûte très peu. Et quand je dis que ça coûte très peu de temps de développement, ça coûte très peu de jus de cerveau pour le concevoir. Vu idéalement, un test unitaire, on prend une fonction, on met des entrées, on regarde la sortie, et ça s'arrête là. Donc c'est très simple à mettre en place, ça coûte peu, c'est très court, et donc on en met plein. Mais le test unitaire, ça regarde qu'un tout petit bout du code. Et vérifier que plein de tout petits bouts du code fonctionnent, ça ne veut pas dire que tout fonctionne ensemble. C'est pour ça qu'on va passer au test d'intégration. Test d'intégration, on va mettre les choses ensemble, on va peut-être moquer la base de données, on va peut-être moquer un certain nombre de choses, les appels aux API externes, et on va se mettre du côté du contrôleur, ou du côté d'une suite de fonctions, par exemple un service qui va appeler plein de choses et qui va faire plein d'actions, on va regarder comment ces actions se passent en mettant plus de choses ensemble. C'est une plus grosse boule, donc ça prend beaucoup plus de temps à écrire. Ça coûte potentiellement plus cher à faire tourner, parce que peut-être que vous allez vouloir mettre votre base de données dans un Docker. Ce Docker, dans votre CI, il va s'exécuter sur un environnement AWS, et ça coûte. Que ce soit votre temps de CI sur GitLab ou sur GitHub, ou peu importe la solution que vous utilisez, et le temps d'exécution de ces conteneurs, ils vont commencer à avoir un coût. En euros, en dollars. Sans parler du temps de développement qui est supérieur. Mais ils vont tester beaucoup plus de choses. Donc ça, on va en mettre un peu moins. Parce que on en a besoin de moins. Il y a moins de choses à tester. C'est des gros ensembles logiques qu'on va tester ensemble. Les tests d'API, donc là on est plus proche d'un test end-to-end. On va les faire avec Axios. Donc là on va lancer notre application en vrai, en live, sur une pré-prod, sur un staging ou dans un environnement de test. On va tout lancer. Donc là c'est un autre coup, il faut un déploiement. Et une fois que c'est fait, on va appeler avec Axios et vérifier que notre API elle répond. Super. Ça prend encore plus de temps parce que dès qu'il y a une modification de code, tout ça après, ça prend du temps à le développer, mais ça prend aussi beaucoup de temps à le maintenir au fur et à mesure des évolutions et des features. Parce que c'est pas quelque chose qu'on fait une fois, c'est quelque chose avec lequel on vit les tests. Et enfin, les tests IHM, Nico en a parlé un petit peu dans le chat, pour l'extension pilote par exemple. Les tests IHM, c'est quelque chose où on va automatiser le navigateur, où on va automatiser notre application pour aller la tester comme un utilisateur. Donc on va lancer un navigateur, alors il y a des outils très bien pour ça. Le premier, on va dire un des vieux, il y a Puppeteer. Alors Puppeteer, c'est quelque chose qui va vous permettre de lancer un navigateur et de le piloter. C'est un petit peu lourd, c'est un petit peu
Voilà, mais on fait des très belles choses avec. Après, dans les outils modernes et sexy, on va avoir Cypress. Cypress qui est tenu par une boîte. Et alors là, donc on va lui dire, par exemple, il y a une petite démo, on va se la faire. Va sur telle page, clique. Attends, on va remettre la démo au début, histoire de voir. Donc là, on est dans un test d'IHM, réellement, comme il le montre. Hop, attends, je vais revoir. Voilà, c'est ça. On va écrire notre test, va sur telle page, clique sur le bouton qui contient le mot login. Dans l'input de type email, mets ça. Dans l'input de type password, mets ça. Ensuite, tu vas cliquer sur le bouton sign in et t'espères que logout soit dispo. Donc là, c'est vraiment un test qui va être complexe et qui va vraiment vérifier que ça fonctionne en vrai. Et ça, c'est génial parce qu'après chaque livraison, vous pouvez vérifier que ça fonctionne. Et ça, c'est dément. Et donc là, par exemple, je vous présente ça. Là, c'est la version automatisée et Cypress, il va même proposer un petit dashboard comme ça avec des vidéos où on voit l'application en live. Et c'est vraiment super. On peut revoir les tests. Tiens, il y a tel test qui a foiré, tel test qui a marché. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'automatisation des navigateurs? Et donc ça, Cypress, c'est un des outils qui est dispo, qui s'intègre très bien, qui est très très cool. Et dans les derniers que j'ai utilisés et qui me plaît bien, il y a Playwright aussi, qui est un peu plus qui est un peu plus récent. Mais qui va fonctionner un peu de la même manière, sauf que Playwright, il va pas vous proposer toute la solution en ligne pour partager. Mais ça vous empêche pas de faire vos tests en local, de récupérer les artefacts dans votre CI et puis de les mettre dans les pull requests, dans des choses comme ça. C'est peut-être un peu plus open source, un peu plus compliqué quoi, à mettre en place. Mais le résultat est aussi très sexy. Cypress a l'avantage de fournir comme ça un petit dashboard en ligne hébergés par leurs soins. À partir de là, ça veut dire qu'on est sur une solution payante. Donc il y a toujours la solution gratuite, hein, comme je vous l'ai dit, mais on est sur une solution payante propriétaire qui après est très sympa, mais voilà. Donc on a fait le tour de notre pyramide des tests. Une fois qu'on sait théoriquement ce qu'est un test et quel type de test on veut écrire, on va avoir besoin d'un certain nombre d'outils. Et ces outils, donc là on va partir sur les tests unitaires, un des outils qu'on utilise le plus, c'est Jest. Et Jest, c'est ce qu'on appelle un moteur d'assomption. Jest, il fournit pas les tests, il fait test runner. Alors il y a un certain temps, on utilisait Mocha et Chai. Donc Mocha qui était le test runner et Chai qui était le moteur d'assertion. Voilà, donc il y en avait plusieurs, il y avait Jasmine aussi à l'époque, et qui sont toujours utilisés hein, dans des projets. Et Jest, l'avantage, c'est qu'il nous fait test runner et moteur d'assertion. Il a aussi quelque chose qui est cool, c'est les snapshots. Typiquement, j'aime bien utiliser les snapshots quand je teste du code legacy. Je ferme mes fonctions et je ne sais pas comment ça marche ou comment ça a marché, mais je vais faire un certain nombre de jeux de tests que j'ai collectés en discutant avec les membres de l'équipe, avec les autres développeurs. Ou avec, des fois il n'y a pas d'autres développeurs qui sont dispo, mais on va récupérer ces infos et essayer de faire des snapshots avec le code legacy. À partir de là, on a la sortie qui est posée en snapshot. Donc on sait qu'avec ces entrées, on doit avoir cette sortie, sans se soucier de l'implémentation, à aucun moment. Hein. On sait, on n'a même pas besoin de savoir ce qu'elle est censée retourner la fonction pour ça. Et puis après, on commence à faire le refacto. Et on le confronte à nos snapshots de la version précédente des retours. Et à partir de là, on est capable de refacto et de commencer à créer des tests sur une codebase legacy qui n'est pas testée. J'ai très soif. Alors c'est une stratégie qui est très intéressante et qui est très pratique. Et après, Jest est très configurable. On va dire qu'il est assez à la mode en ce moment. Il est assez hype. Il y a beaucoup de projets qui utilisent Jest. Si vous apprenez à utiliser le moteur d'assertion de Jest, vous serez fonctionnel pour la plupart des moteurs d'assertion en JavaScript et en TypeScript et pour beaucoup de projets. Disons que si tu maîtrises bien Jest, aller sur Chai ou sur Jasmine, ou sur Mocha, ça va pas être très compliqué. Il y a des choses que vous pourrez pas faire avec, où il va y avoir des différences, mais le describe, la manière d'écrire les tests va être plus ou moins la même. Et les assertions de base vont être sensiblement les mêmes.
Voilà. Alors après, vous n'êtes pas obligé, hein, si on veut écrire des tests, on peut toujours tout écrire à la main, on peut toujours tout inventer et puis envoyer des erreurs. Et au final, un test automatisé, c'est un script qu'on va lancer et qui va exécuter notre code et renvoyer des erreurs si ça ne fonctionne pas comme on avait l'intention que ça fonctionne. Voilà. Il n'y a pas d'obligation à utiliser un framework de test, un moteur d'assertion. Mais ça va vous faire gagner beaucoup de temps. Alors, la structure, on va passer à la suite du cours. Un test unitaire. Hop, je vais fermer ça. On va essayer d'être assez en grand pour être bien visible. Un test unitaire, c'est la plus petite unité de test. À mon goût, le test unitaire, c'est un outil de développeur. C'est pas un outil de QA. C'est quelque chose que l'on utilise pour développer plus vite, pour se simplifier la vie. En tout cas, c'est comme ça que moi, j'utilise les tests unitaires. Les tests unitaires peuvent être aussi utilisés, on va dire, de manière défensive, dans des équipes nombreuses, avec beaucoup de turnover, et où on va avoir des développeurs, au final, les développeurs lead et seniors vont pas nécessairement avoir confiance dans toute la qualité de code produite par le reste de l'équipe. Et dans ce cas-là, on va faire des tests unitaires défensifs, on va faire trop de tests unitaires pour que dès que quelqu'un touche du code, il y a un test qui pète. Et le forcer à réfléchir sur son code. Est-ce que il a le droit, dans le sens il a le droit, est-ce que logiquement il faut qu'il mette à jour le test, ou est-ce que c'est son code qui va pas? Et qu'il y ait toujours cette réflexion qui soit apportée. Donc ça, c'est une utilisation défensive qu'on va utiliser dans des grosses équipes, qui est très, au final très pénible à maintenir et à garder, et qui crée beaucoup de friction et qui servent justement à ralentir un petit peu les ardeurs des développeurs trop excités. Tu vois ce que je veux dire? Je code trop vite, j'ai pas testé mon API, au moins il y a le test qui l'arrête pendant 5 minutes. Avant qu'il balance sa pull request qu'il n'a pas testé en local. Ça, c'est un cas d'usage très spécifique. Mais on va partir là du postulat que vous êtes des développeurs sérieux et que vous faites ça pour vous et pour votre équipe et que vous êtes responsable et fier de votre code. D'accord? Comme en agile là. Donc, le test unitaire, c'est vraiment ton pote. T'as un bout de logique un peu compliqué à écrire, un code, des edge cases, des choses comme ça. T'es pas sûr que tu vas bien tout tester, tu veux pas t'embêter à tout tester. Et bah, tu vas écrire ton test qui lui va s'occuper. Tu vas bien réfléchir à tous tes edge cases. Et puis à chaque fois que tu as un bug, tu vas rajouter le edge case. Comme ça, tu es sûr qu'il se reproduit pas. Donc ça, c'est vraiment ton test, ton pote. Par défaut, c'est mappé donc dans un projet Nest parce qu'on est sur Nest avec npm run test. Ou yarn test si tu utilises. Et donc ça, c'est configuré par défaut. Si tu as monté le projet avec la CLI, tu n'as pas besoin de faire toute la configuration des tests unitaires. Voilà. Ce serait le sujet d'une autre vidéo que de parler de comment mettre en place Jest. Mais ça peut être une vidéo très intéressante pour d'autres projets que Nest. Quand on veut l'ajouter dans un projet Next, par exemple, ou quand on veut l'ajouter dans un projet Vue. Qui n'a pas prévu le coup, ou un projet JavaScript qu'on récupère legacy et qu'on veut tranquillement le refactorer tout en mettant des tests pour pas faire de conneries. Voilà. Donc, un test unitaire, là on va partir sur l'exemple de ce petit service qui calcule une somme. Bon, là vous avez tout l'exemple du code. Pardon. C'est le sujet simple, ça. Généralement, quand on montre les tests, on montre la somme comme ça et ça permet d'expliquer. Donc, je vais respecter un petit peu le truc, quoi. Je vais faire traditionnel, comme on dit, traditionnel. Alors, pour monter votre test sur Nest, vous allez avoir besoin de plusieurs dépendances, de test et testing module, parce que tout est module en Nest. On en a parlé un peu plus tôt dans le live et dans la vidéo précédente. Le testing module, donc on va avoir besoin de recréer un module, mais un module minimal cette fois. On va prendre que les choses dont on a besoin. Create testing module ici, et on met notre provider, notre calculator service qui est là, et qui a la somme. À partir de là, dans notre before each en Jest, ça veut dire avant chaque test. Donc avant chaque test, on va créer un nouveau module. Comme ça, il n'y a pas de truc qui traîne, il n'y a pas d'état, il n'y a pas de choses.
on est tranquille. Alors ça, c'est le cas de test qui est fourni par défaut dans Nest quand tu crées un service avec la CLI ou un truc. J'aime bien le laisser, moi, parce que ça permet de tester que les dépendances de ton module sont bien montées. Voilà. Si ton test il pète là, ça veut dire que t'as pas bien fait ça. Et si tu fais évoluer ton service dans le temps, comme ça tu vois tout de suite que tu as oublié de faire ça. C'est utile, c'est pas utile. C'est un test qui coûte pas cher et qu'on peut garder pour le plaisir. Hein, il faut pas hésiter réellement. Et ensuite, donc là, hop, on continue. Et là, on va écrire un vrai test, faire la somme de deux nombres. Donc, on va appeler notre service dans le expect. Ici, on wrap dans la fonction expect service.sum 1, 2 à être égal à 3. Parce que 1 plus 2, ça fait 3. Voilà. Si ça nous avait renvoyé 4 ici, par exemple, ou une autre valeur, imaginons, je me suis planté, j'ai mis un moins au lieu du plus, ça me renvoie moins 1, et bien notre test, il va nous dire tout de suite ta fonction ne marche pas. Ça, c'est le cas général des tests. Il y a plein d'assertions, là, c'est tout equal, donc ça veut dire est égal, je pense que tu t'en doutais. Mais il y a énormément de moteurs, donc pour ça, je te recommande d'aller sur la page de Jest et d'aller regarder toutes les choses qui sont disponibles. Alors, on va aller voir Mox, Test Object, Configure in Jest, Environnement, voilà, Expect. Et là, vous allez avoir tous les matchers par défaut. Alors, on a le Expect par défaut, le Modifier Not qui s'applique sur toutes les assertions. Ça fait l'inverse. Hein. Resolve, là, ça ne fait pas nécessairement l'inverse. Ça veut dire n'est pas égal à. Dans le cas d'une égalité, mais si on compare à un objet, on peut vérifier qu'il n'est pas égal. Ou... Resolve et reject, c'est quand on va tester avec des promesses. Et puis là, comme tu vois, il y a des quantités et des quantités et des quantités et des quantités de cas de test qui sont proposés. Si ça ne te suffit pas, c'est possible que ça ne te suffise pas. Et bah tu peux toujours étendre Jest. Alors, il faudrait que je trouve la doc pour ça. Et ça pourrait valoir le coup, mais on peut créer d'autres matchers. Il va voir si je cherche un peu custom matcher nest. C'est pas très compliqué à mettre en place et ça peut être assez cool. Matcher référence. Oui, custom matcher, pas nest, Jest. Ça peut être assez cool des fois d'avoir des tests, on va dire, spécifiques au métier qui peuvent simplifier ta manière d'écrire tes tests si tu veux. Par exemple, on peut très bien avoir un matcher to be a user ou alors to be an employee ou to be n'importe quoi qui serait un objet métier et vérifier que ce qui est retourné c'est bien un objet, le bon objet métier sans se soucier de ce qu'il y a dedans l'objet métier. Et puis après tu peux faire du coup des matchers qui vont correspondre à non seulement tes objets métiers mais tes spécifications fonctionnelles métiers. Voilà. Donc ça, c'est toute la puissance de Jest et c'est assez cool à utiliser. Voilà. On peut tester les erreurs, on peut tester plein de choses. Deuxième suite des tests unitaires, une fois qu'on sait faire nos assertions, qu'on sait monter notre module, on va avoir besoin des fois de faire des mocks. Parce qu'un test unitaire, je rappelle, c'est tester un tout petit bout. Pas les dépendances, pas ce qu'il y a autour. Quand on teste un contrôleur, on teste que le contrôleur. On ne teste pas le service qui est en dessous. Ça devient un test d'intégration sinon. Ça peut être intéressant, tu peux le faire, je dis pas. Mais si tu appelles ça un test unitaire, dans l'idée, tu vas vouloir ne pas tester le service et pas te soucier ça. Donc là, on va commencer par définir un contrôleur. Un contrôleur, qu'est-ce que ça doit faire? Ça doit valider les inputs, communiquer avec le reste de l'app, sérialiser les sorties et gérer les erreurs. Pour faire des belles erreurs HTTP, tu connais? Alors, vérifier l'authentification, de faire une 401. Si t'es pas authentifié, une 403, si t'as pas le bon rôle. Une 400, si c'est une erreur de validation, et puis te donner des infos sur quelle est ton erreur. Sérialiser les erreurs 500 pour mettre un petit message ou pour éviter que ça se voit. Donc tout ça, c'est le boulot du contrôleur. Mais c'est pas son boulot d'aller sauvegarder un truc dans la base de données. C'est pas son boulot. Ça, c'est le boulot du service. Alors, on va vouloir moquer le service.
Donc on a créé un contrôleur, ici dans notre cas d'exemple, un contrôleur qui permet de faire une somme et qui prend en query parameter A et B. Tu vois? Tout simple. Et il appelle le service somme pour A et B. Moi, je veux pas tester que mon service somme il fonctionne là. Attention, hein. Donc je vais avoir besoin de moquer mon service somme. Donc pour ça, je vais créer un objet. Donc là, je l'ai fait ici. Calculateur service mock. Tu l'appelles comme tu veux. Et tu vas mettre des jest.fn. Là, j'ai mis une valeur de retour par défaut. Disons que c'est ça. Et l'avantage de ça et de le faire à l'extérieur comme ça, c'est qu'après, on va pouvoir le piloter dans nos tests. Tu vas voir. On va dans notre before each, avant chaque, qui est exécuté avant chaque test. Dans notre before each, on crée notre module. On ajoute le contrôleur, juste ici. Mais on ne va pas ajouter le calculateur service dans les providers. Ça, on veut pas. Alors, on va utiliser une chose qu'on a vue dans la vidéo précédente, qu'on a vu un peu plus tôt dans le live, un provider custom. Et notre provider custom, il va avoir besoin de provide et de calculator service comme token d'injection. Il a besoin d'un jeton d'injection. Et là, le jeton d'injection, c'est la classe, vu qu'on est sur un service qui est avec un arrobase injectable. Il est branché comme ça, en tout cas, dans notre module. Et il est appelé comme ça ici. Hein? Si on avait un arrobase inject, il faut bien prendre le bon token. Tu fais gaffe, c'est important. Et ensuite, on va lui donner useValue, et on va lui donner notre mock. Ce qui fait que quand lui, dans notre contrôleur, il va appeler dans son constructeur le calculator service, il va récupérer le calculator service qu'on lui a passé dans le module de test. Donc notre mock. Et quand il va appeler le service.sum, il va utiliser notre mock. Alors là, j'utilise useValue, mais dans les providers custom, on peut utiliser un useFactory, on peut utiliser un useClass. Il y a plein d'autres formes du provider custom. Et donc, à partir de là, on va pouvoir piloter notre test et vérifier par exemple, donc là je teste un passe-plat, on va vérifier que le calculateur somme a bien été appelé. Ok ? Et je me permets de retourner un peu dans le code, mais là par exemple, on pourrait venir piloter notre test. Attends. Est-ce que je le présente après ? Test unitaire d'un contrôleur. C'est écrit en double cette affaire. Ok, donc là non, on est dans le service. Ok, le contrôleur est là. C'est pas écrit en double cette affaire. Ça commence à faire 1h30 que je blablate. J'ai le cerveau qui commence à se décomposer. Mais on va faire le tour de nos tests. Là, par exemple, avant ça, je pourrais aller récupérer mon calculateur service mock. Calculator service mock. Et puis, pourquoi j'y ai pas accès ici ? Ah oui, mais j'ai pas d'autocomplétion. Mais mon calculateur service mock. Et puis, au lieu de résoudre à 1, je pourrais lui dire, alors là, il va se prendre pour un truc, ouais, point sum. Et là, on va changer et puis on va lui dire, j'ai pas les dépendances installées, je sais. Allez, comme ça tu m'embêtes pas. Et au lieu de, là par exemple, on lui fait renvoyer mock return value, on pourrait faire un mock return value d'une autre chose et puis on peut aller chercher dans notre doc. Parce que là tout de suite j'ai pas en tête toutes les méthodes. On peut refaire un mock implementation, on peut faire plein de choses. Et moi ce que je veux par exemple, je veux lui faire envoyer une erreur. Et qu'est-ce qu'il fait pour envoyer une erreur je sais plus. Et j'ai pas l'autocomplétion, mais tu vois ce que je veux dire. Là, on peut lui faire, du coup, on peut le piloter comme on veut pour lui faire renvoyer une autre valeur, renvoyer des erreurs, renvoyer... voilà. Et là, on va pouvoir tester le comportement de notre contrôleur. Qu'est-ce qui se passe quand mon service pète, par exemple. Voilà pour les tests unitaires. Donc, si tu viens de me rejoindre, on est en train de faire un live sur Nest.js et on parle des tests
en général tout de suite. On a vu les modules un peu plus tôt et ce sera mis en vidéo sur la chaîne YouTube de Web et Léon. Si tu as des questions, tu peux les poser dans le chat et tu n'hésites pas à aller sur Discord. Il y a le lien. Si tu l'as pas, tu le demandes, je te le donne. J'ai pas encore de bot pour ça. Alors, on était dans les tests. On vient de voir les tests unitaires. Après avoir vu la théorie de la pyramide des tests, tout le bazar, tout le bazar, tout le bazar. Les tests end-to-end. Ou tests d'intégration en fonction de combien tu moques de trucs dedans. Par défaut, Nest va proposer une mécanique de tests end-to-end, qui sont plus des tests d'intégration, qu'on voit un peu surtout, tu crées un nouveau projet, tu vois, on les a là, je reprends ces vieux projets, et il fait un test où il va monter depuis le app module, et puis derrière, il va ajouter des requests, des choses comme ça, et puis là, par exemple, on va aller sur le slash, expect 200, et hop, on regarde la réponse. Donc là, on est déjà sur un test qui est un peu plus complexe à piloter. Derrière, à moquer, tout va être plus dur à toucher parce qu'on est du coup sur une boîte noire. Et c'est le but, d'être sur une boîte noire sur notre module et de tester ce qui va se passer en entrée et en sortie. Alors j'aime bien cette gif parce que ça montre bien la différence entre les deux. Si tu regardes ton test unitaire, ce loquet, il fonctionne super bien. Alors là, il n'y a pas de problème, c'est un bon loquet, il fait son travail de loquet, unitairement il est bon. Par contre, il est mal placé. Et ça, c'est ton test d'intégration qui te le révèle. Alors les tests d'intégration, nous on va les utiliser, on va les faire avec Supertest dans Nest, mais il y a le niveau d'au-dessus qui vont être des vrais tests end-to-end qui sont généralement plus faits par les équipes de QA. Le test end-to-end, c'est l'ami du QA. Souvent ils les font sur Postman où ils font des tests Cucumber avec la syntaxe Gherkin. Mais c'est pas ça qu'on va voir, sachant que c'est possible. Moi là sur un projet, sur Pilote, pour tester mon API, j'ai fait un ensemble de calls où je vérifie le résultat avec Axios, tout simplement. Et puis avec Jest, je vérifie les résultats. Là, c'est du vrai test end-to-end parce que je lance ça sur les API qui sont live, en staging et en production, pour vérifier qu'elles fonctionnent. Et comme ça, si ces tests-là pètent, je sais que j'ai mon API, voilà, il passe à 8h du matin tous les jours ce test, et à 8h du matin, il y a un message dans Slack qui dit « ça marche pas ». Et tu sais ce que tu as à faire pour ta matinée. Trop bien. Trop bien. Ok. Donc là, le test est un petit peu différent en termes d'écriture parce que ce qu'on cherche à avoir, c'est une application Nest et plus juste un test, c'est un test module, mais bien plus gras. Comme tu vois, donc on est toujours sur notre crit testing module qui est classique, donc on va compiler notre app module et puis après, il faut qu'on fasse la même chose que ce qu'on fait dans un main avec la Nest Factory. Et donc c'est pour ça que là, dans le module fixture, dans notre module qu'on vient de créer, on va créer une Nest application qu'on va démarrer. Et à partir de là, on va être capable de récupérer le serveur HTTP, donc l'app Express, Koa ou Fastify, ou peu importe ton adapteur, hein, sérieusement. Tu fais ce que tu veux avec ton adapteur. Mais il y a de grandes chances que tu utilises Express. Je te le dis. Ou Fastify si tu es un petit peu exotique et à la recherche de performance. Mais il y a de grandes chances que ce soit une app express. Bref, à partir de là, on va pouvoir faire comme quand on utilise Axios ou une librairie HTTP et faire des get, des posts, des patchs, des puts, des deletes sur nos routes, passer des éléments, des bodies, des choses comme ça, et on va pouvoir vérifier les codes HTTP, on va pouvoir vérifier les réponses. Et là, on a un test qui, malgré tout, va être assez cool parce qu'il va venir tester toute notre app. Il va tester le contrôleur, il va tester l'authentification, il va tester... on verra pour ça. Il va tester l'accès à la base de données, pareil, on verra pour ça. Il va tester plein de choses. Ouf. Vous avez la version ici simple, donc le cours est toujours dispo sur GitHub. La version simple où on n'a pas de body, et donc on va faire nos get, et puis après on récupère le body, le statut, et on va regarder ce qui s'est passé. Quand je dis le body, là c'est le body de la réponse, hein. T'as compris? Et après sur des routes avec nous des bodies à envoyer, des puts, des patchs, on va les mettre dans send, et puis on fait notre chose. Si vous avez besoin de header, c'est aussi ici qu'on va mettre un set, et on va pouvoir mettre les headers. Tiens, ça tombe bien, je l'ai mis ici, par exemple sur l'autorisation, set, et puis on peut mettre nos headers ici. Voilà. Alors là, c'est précisé qu'il faut le faire après le get.
Mais voilà, c'est comme le send, on le met ici, et vous avez ici votre procédure pour un test end-to-end. Là, ils paraissent un peu légers, mais je vais vous en montrer peut-être des plus gras. Des plus gras. Qu'est-ce qu'on a ici? On va ouvrir ça. Alors, le temps d'arriver sur le fichier. Je suis désolé, je vais vous cacher un petit peu parce qu'il y a du code que je ne veux pas montrer nécessairement. Donc, je vais me mettre en on cause, comme ça, là, tu vois, on est là, on est bien, on est ensemble. Moi, je vais ouvrir le projet et je ne veux pas nécessairement tout montrer. Ce que je voudrais vous montrer, c'est le setup d'un test end-to-end. Un petit peu. Voilà, celui-là, il est intéressant. Et je vais prendre avec ça la mise en place du test, qui est un petit peu plus, on va dire, costaude que celle qu'on a vue. Mais on va pouvoir voir des choses super sympas avec. Donc là, je reviens sur le live code. Super. Donc par exemple, là, on a un test qui va tester un certain nombre de routes. Si on regarde comme ça, on va les ouvrir au fur et à mesure. On teste les favoris. Et on va tester le fait de récupérer tous les favoris, de créer un favori, de mettre à jour un favori, de supprimer un favori. Pour les récupérer, on teste l'authentification. Donc là, je lui ajoute rien et j'ai pas l'authentification. Et là, je vais l'authentifier. Alors ça fait partie des petites méthodes helper, parce que l'authentification est des fois complexe, avec des services externes. Et c'est là qu'il va être intéressant de, par exemple, moquer la récupération et la validation des tokens JWT. Et ici, les faire à la main. Donc même si on est en end-to-end, on reste dans un test d'intégration parce qu'il y a un certain nombre de choses qu'on va moquer. Et je te montre ça juste après dans le Get Testing App, qui est juste là. Tu vas voir, ça va être cool. Et donc là, vous voyez, on va tester des choses, la création d'un favori en lui passant un body. J'ai mis mes favoris. Il y a très peu de mock ici. On vérifie que la chose ait bien été créée. Et on va faire la même chose avec l'update. On vérifie pour l'authentification. On vérifie que ça marche pas si on n'est pas connecté. On vérifie ensuite. On peut vérifier de la validation aussi là-dedans. Là, par exemple, j'ai un schéma qui est un petit peu plus complexe sur le patch. On va commencer par créer. Et là, je fais des scénarios de test comme si j'étais sur une vraie interaction avec l'API. Et moi, j'adore ces tests parce que s'ils marchent, ou s'ils marchent pas, ils sont vite révélateurs. S'ils marchent, ça veut dire que ta fonctionnalité, comme définie dans le test, elle marche. Après, si le test est mal défini et qu'elle répond pas au spec, c'est autre chose. Mais tu peux garantir un certain nombre de edge cases, un certain nombre de choses qui vont dire là, ça fonctionne. Et si ça fonctionne pas, le souci, c'est que ce test-là, il va pas nécessairement te donner tous les détails de pourquoi ça marche pas, mais tu vas pouvoir repérer en amont que tu as une route qui est pétée avant de pousser ça en prod ou en pré-prod avant, tu vois. Donc c'est assez intéressant. Moi je recommande bien. Et les tests unitaires, si on a une belle couverture de tests unitaires, les deux ensemble, on a une overview tout de suite ici de mes routes fonctionnent pas. Et dans les tests unitaires, on peut repérer avec plus de finesse quel bout marche pas. C'est pour ça que là c'est bien d'avoir écrit nos tests avant le code. Parce que quand on écrit les tests après le code, souvent ce qui se passe, c'est qu'on est complaisant avec nous-mêmes. On veut se faire plaisir, on veut des tests qui passent. Alors nos tests, ils vont oublier des edge cases ou ils vont marcher parce que ça marche. On l'a testé dans Postman, ça marche. Alors que si on l'a écrit d'abord, il y a moins de pitié, si tu veux. Ton résultat attendu est déjà défini. Voilà. Là, on part sur quelque chose de plus complexe. Donc, on a vu dans le cours le petit sur le slide. Ah bah merde, j'ai ouvert dans le truc. Un petit où on crée juste. Là, par exemple, je vais modifier plein de choses. Par exemple, ma base de données, je ne vais pas démarrer une base de données. Je vais mettre une base de données en mémoire. Pour ça, il faut que je sache que le provider data source de TypeORM, c'est lui qui va permettre de faire ça, qui va permettre de lier avec la base de données. Là, j'ai fait une source, moi, perso, qui est avec pgmem. Donc pgmem, c'est un outil qui nous permet de faire une base Postgres en mémoire. Malgré tout, ça fait pas tout et il y a un certain nombre de codes à écrire. Et donc, tu vois, je registre des fonctions. Il y a un petit peu de bazar derrière pour charger les entités pour qui correspondent à une vraie data source Postgres. Mais derrière, j'ai une base de données qui est entièrement en mémoire.
Donc je peux la jeter après chaque test, je peux la recréer après chaque test, et j'en fais ce que je veux. J'ai une base Postgres jetable pour les tests, sans avoir besoin d'aller créer un Docker avec une base Postgres, de seeder des données. Je peux le faire là aussi. Après ça, par exemple, sur le JWT, tu vois, attends, j'ai raté. Pour la validation des JWT, je fais un faux JWT parce que là, sur ce projet, par exemple, on utilise OS0. Et donc, c'est des secrets qui sont beaucoup plus complexes que ça. Et générer un token, la signature, moi, je ne peux pas le faire sans appeler une API, par exemple. Et là, en faisant ça, avec cette fausse validation de l'authentification, je peux générer un token JWT, remplacer ma stratégie et vérifier qu'elle est signée par moi. Voilà. Et gérer entièrement à la main mon token. Voilà. Super. On continue notre testing app. Donc là, je vais continuer. Par exemple, mon service de health qui va appeler des choses externes. Moi, dans mes services de health, j'aime bien vérifier que mes dépendants soient up. Donc, à chaque fois qu'on appelle le health, par exemple, là, j'utilise une API externe, la Client API, et ben, en live, j'aime bien qu'il aille appeler cette Client API, qu'il aille appeler l'authentification de OS0, qu'il aille vérifier que la base de données est bien démarrée, pour me dire j'ai mon API qui est démarré, mon serveur tourne, mais ma dépendance externe ne marche pas. Et donc là, c'est des choses qui en live sont vachement bien, mais dans les tests sont super chiantes parce que je veux pas appeler l'API à chaque fois que je tourne mes tests automatisés. Donc là, pareil, je vais moquer ça. Donc là, Override Provider. Alors toute cette doc là, elle est disponible sur le site de Nest. Il y a plein de projets et si tu as des questions sur le sujet, il ne faut pas hésiter à venir me les poser sur Discord ou ici, ou sous les vidéos YouTube, ou sous les papiers DevTools, où tu veux en vrai. Après, ouais. Tout de suite, je suis dans le port de Roscoff si tu veux me poser les questions en vrai. Donc là, on crée notre truc, on met notre validation. Et tu vois, on est là, ça c'est un module de test end-to-end de la vraie vie. Il est un peu plus conséquent que celui du cours. C'est quelque chose où même si en end-to-end on aime ne pas moquer, et ben là, il y a des fois on moque quoi. C'est plus simple parce que ceux-là sont au final des tests d'intégration, mais j'ai mes vrais tests end-to-end. Là, ceux-là qui sont des vrais tests end-to-end, dans le sens où je passe une variable d'environnement. Quand je suis en local, c'est localhost 5000. Mais quand je suis en staging, quand je teste en staging, je mets mon adresse de staging. Quand je mets la prod, je mets mon adresse de prod. Et là, je vais utiliser Axios, donc, ou n'importe quelle librairie HTTP, pour aller appeler mon API et vérifier que ça fonctionne. Alors, ces tests-là, on est au-dessus des tests d'intégration dans notre pyramide des tests, ils coûtent plus cher. Ils coûtent plus cher parce que j'ai besoin de le lancer sur une infrastructure qui tourne. Mon infrastructure qui tourne, quand je vais appeler ça, je vais faire des appels à la base de données qui est dans AWS, qui est dans RDS. Donc ça, on le paye. Ensuite, je vais appeler Algolia. Donc Algolia, c'est un moteur de recherche. Si tu connais pas, c'est vachement plus facile à mettre en place que Elasticsearch, c'est tout dans le cloud, c'est super sympa. Bien qu'Elasticsearch soit 1000 fois plus puissant, mais beaucoup plus complexe à mettre en place. Tu as besoin d'une recherche rapide très efficace. Algolia, c'est ton pote. Mais Algolia, à chaque recherche, tu payes. Donc, chaque fois que mes tests s'exécutent et que j'ai une recherche qui est faite, je paye. Voilà. Donc, c'est des tests qui sont intéressants, mais du coup, on en met moins. Parce que c'est des vrais tests. C'est pas des vrais tests, c'est des vraies interactions avec mon API. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour avec les headers des tests end-to-end. Alors, il y a un petit TP dans celui-là, normalement, est-ce que je l'ai mis? Alors, TP des tests unitaires. Donc, sachant que pour vous exercer sur le cursus qui est sur GitHub, à chaque fois, j'ai mis un petit exercice, à chaque fois ou presque, sur les modules. Je crois pas, parce que j'ai pas fini de l'écrire en vrai, celui-là. Je le fais à l'oral, mais je l'ai jamais... Alors, on vient de le faire là ensemble, si tu veux. Donc là, tu as un petit TP pour t'entraîner.
Donc tu pars toujours dans CTP, tu crées un nouveau projet. L'idée c'est de faire de la répétition et de t'entraîner au max. Tu crées un nouveau projet avec Nest, dans la CLI. Dedans, tu crées un module calculatrice, un contrôleur calculatrice, un service calculatrice. Tu injectes ton service dans ton contrôleur. Dans le service, tu vas faire une fonction somme, multiplication, divisé et puissance. Et tu vas écrire des tests. Créer un mock pour le service dans le contrôleur. Ok. Tu vas écrire des tests pour le service, pour chacune de ces méthodes, en test unitaire. Ensuite, tu vas écrire le test du contrôleur. Tu moques le service. Tu injectes le service moqué. Une fois que tu as injecté le service moqué, tu écris les tests de ton contrôleur. Là, t'hésites pas, tu te fais plaisir. Tu vois, il n'y a pas de spécification, c'est à toi d'être créatif, tu vois. Qu'est-ce qui se passe si dans le contrôleur, je passe une lettre au lieu d'un chiffre? Est-ce qu'il m'envoie, tu testes que tu reçois bien une bad request 400 avec le nom du param? L'implémentation est libre. L'idée, c'est de faire des tests unitaires sur le service et ensuite de faire des tests unitaires sur le contrôleur en moquant le provider. Et le TP des tests end-to-end, c'est à peu près le même, sauf que là, on va, histoire de changer de sujet, tu crées un projet, Nest, tu l'appelles Users API, tu crées un module Users. Si tu veux le faire en français et les appeler utilisateurs, pas de stress. Hein. C'est que j'écris tout en anglais parce que c'est un standard de l'industrie, tu comprends. Tu crées un contrôleur utilisateur. Dedans, tu mets un CRUD. Hop, reviens en arrière. On va se mettre en mode lecture. Tu fais un CRUD. Donc, create, read, update, delete. Tu peux utiliser... attends, mais... ouais, j'ai fait une connerie. Tu peux utiliser la CLI pour générer le CRUD. Faut vraiment pas hésiter. Pour ça, l'option, si tu l'as jamais fait, on va aller la regarder ensemble. Je vais ouvrir Warp. Hop, Nest G-help. On va se mettre en plein écran. Nest G-help et tu prends ressources. Il est là. Ressources. Et ça, ressources, il va te demander 2-3 trucs. Et avec ça, il va te générer ton contrôleur, tes services, tes entités. C'est superbe. N'hésite pas. C'est vraiment de la bonne cam. Une fois que tu as créé ton module, si tu es chaud, tu le fais en TDD, partie unitaire, pendant que tu codes. Ensuite, tu vas créer des tests fonctionnels, d'intégration, end-to-end, appelle ça comme tu veux. L'essentiel, c'est que tu sois raccord avec toi-même et que tu en discutes avec ton équipe après quand tu l'implémentes en vrai et que vous ayez tous le même vocabulaire. Et tu vas tester tous tes endpoints. Alors la liste des endpoints et la définition de la spec, elle est là. Il faut sur /users, ça renvoie une liste d'utilisateurs. Pareil, tu fais en français si tu veux, hein, pas de stress. /user/id, ça renvoie soit une 200 avec l'utilisateur s'il existe, soit une 404 s'il n'existe pas. Pour stocker les données, t'embête pas à faire une base de données. Hein. Tu fais ça in memory dans un tableau. C'est-à-dire que dans ton service, tu crées un tableau et à chaque fois que ton service démarre, tu as tes utilisateurs qui sont stockés dans un tableau puis tu manipules ce tableau. Ok ? Le poste, pareil, 201, pas 200. C'est important. HTTP code 201 là pour le coup. 200, ça veut dire succès. 201, ça veut dire ressources créées. C'est important les codes HTTP quand on fait du reste. 400, si l'ID est déjà utilisé, s'il manque quelque chose dans ton utilisateur. N'hésite pas à mettre en place de la validation comme vu dans le cours 4. Il y a la vidéo qui est en ligne. Le patch 404 si l'utilisateur n'existe pas. Des 400 si il y a quelque chose qui est pas bon dans les données qui sont fournies. Après, j'ai pas demandé de validation, donc j'ai pas mis le 400 tout de suite. La seule 400, elle est dans le poste. Ça te fait déjà un bon tas sur les tests end-to-end. Après, tu agrémentes comme tu veux. Hein. C'est comme en cuisine, tu as la recette de base, mais tu mets les épices que tu veux. Tu te fais plaisir, il faut pas rester trop strict. Hein. Ça, c'est le minimum, on va dire. Patch, delete, pareil. Et puis, quand tu as fait ça, tu m'envoies le repo sur GitHub et je te fais une review. Tout simplement. Voilà pour les tests unitaires et end-to-end. Donc on s'approche de nos 2 heures. S'il y a des questions, des sujets que vous voulez aborder, des repos que vous voulez me montrer, on a encore un peu de temps.
Moi j'ai fait le tour des 2 sujets que je voulais traiter dans ce live. Et le prochain live, du coup, qui devrait arriver, alors j'ai pas de date, mais j'annoncerai sur LinkedIn, sur Discord. Pour le prochain live, on va faire les configurations et TypeORM, voir si on a le temps de faire les deux. Une fois que tout ça c'est vu, que c'est monté, que c'est en vidéo, que c'est sur YouTube, ce qui sera cool, ce sera de faire un mini projet ensemble. Voilà. Le mini projet sur live, on pourra même le faire en pair code. Tu vois, je lance Visual Studio Code, ou bah là c'est pas VS Code que j'utilise, c'est IntelliJ. Mais j'ai le même truc, mais je sais qu'il y a plus de monde qui utilise VS Code, donc je lance sur VS Code et on le fait ensemble sur VS Code. Ça peut être une super idée. Moi, ça me plairait bien. Alors, oui, c'est vrai que voilà, j'ai un peu dit tout ce que j'avais à dire. J'ai fait un peu moins de 2 heures. Je pensais que ça me prendrait plus de temps. J'ai parlé de trucs qu'on n'a pas vus. À la limite, on peut se prendre un petit moment pour aller regarder Gherkin et Cucumber. C'est un truc que j'utilise plus vraiment, Cucumber BDD. Donc c'est un langage d'assertion qui est pensé, on va dire, pour les QA, pour les gens qui vont faire les specs, mais qui n'ont pas nécessairement de connaissances techniques. Tu vois, un test Gherkin, ça va ressembler feature et eating too many. On écrit vraiment en français. Scénario. Manger n'est pas un problème. Étant donné que Alice a faim, elle mange 3 concombres et elle va être full. Voilà. Donc ça, c'est comme ça qu'on va définir nos tests. Et puis après, on va utiliser donc le langage Gherkin, chose que j'ai pas utilisée depuis des années. Mais à un moment, je tripais vraiment là-dessus. J'ai vraiment tripé sur Cucumber et Gherkin. Et derrière, on va pouvoir créer des mots-clés. Donc là, tu vois, feature, rule, example. Ça va permettre de faire des choses. Et puis derrière, dans notre implémentation, on va créer des bouts de code qui vont tester et qui vont correspondre à ces phrases. Voilà. Ouf, je commence à être en manque de nicotine. Je cause, mais je manque de nicotine. Voilà, donc ça c'est un outil de QA qui est intéressant à aller découvrir. Alors, dans le T des connaissances, même si tu l'utilises pas, donc le T des connaissances, c'est ça, c'est ta barre de connaissances. La barre, les connaissances, on va dire horizontale, c'est la quantité de choses différentes que tu connais. Et la barre verticale, c'est la quantité de choses que tu connais par sujet. Moi, par exemple, Cucumber, c'est dans une barre verticale. Je connais le sujet, mais j'en connais très peu dessus. Mais je sais que ça existe, j'en ai déjà fait un peu, je pourrais reprendre à partir de là et construire à partir de ces connaissances. En JavaScript, en TypeScript, ça peut être vachement plus de choses. Voilà, Gherkin et Cucumber, si vous voulez regarder, c'est sympa. Il y a des librairies qui existent un peu pour tous les langages. Voilà, ça, c'est pas lié à Node, c'est pas lié à Nest. J'ai jamais essayé avec Nest. Fais voir s'il y a Cucumber, Nest.js. Mais oui, on a même des vidéos de gens qui ont fait ça, on a du code, c'est très sympa. On va voir un peu ces tests, comment ils sont écrits. Hook.feature. Donc là, arrobase fou, on va avoir trouvé tous les décorateurs, je pense, derrière, si on explore un petit peu ce repo. Fresh Sweet Feature. Voilà, alors je connais pas nécessairement, mais donc c'est quelque chose que vous pouvez envisager de mettre en place sur vos tests end-to-end sur Nest. Voilà, la découverte de Cucumber en fin de vidéo. Donc je vais remonter un peu tous les outils qu'on a vus aujourd'hui. Attends, hey, j'ai pas fait de vidéo de phrase de fin pour ma vidéo sur les tests. Et voilà, c'était Julien de Webéléon et je viens de te présenter un petit peu les tests unitaires, les tests end-to-end dans Nest.js et dans une théorie générale. Abonne-toi et n'hésite pas à revenir pour plus d'infos et devenir un vrai expert Nest. C'est des petits shots que je vais utiliser plus tard, tu vois, quand je vais faire le montage en vidéo YouTube. Tac, le TP c'est beau. Donc on a vu Puppeteer,
On a vu 3 outils d'automatisation des tests d'interface. Puppeteer, qu'on peut utiliser pour bien d'autres choses, genre pour faire des bots et du scrapping. Puppeteer, ça marche super bien. Bon, ça c'est dit. Hein. Mais tout ce qui est automatisation de navigateur, c'est vraiment très efficace. On a vu Cypress. Pareil, Cypress et Playwright, on peut faire toutes ces choses-là. C'est des versions plus récentes. Cypress qui va nous proposer des tests assez faciles à écrire et avec une présentation sur une interface web qui est très facile à partager. Et moi, mon petit chouchou du moment, qui va être Playwright, qui lui va pas te fournir l'interface web, mais qui peut te permettre de générer des vidéos, des screenshots. Sachant que ça, c'est des choses que j'ai utilisées récemment pour automatiser. Alors, je sais pas si. Pour automatiser des combats de poireaux dans Leakwars, pour ensuite récupérer la vidéo, le flux vidéo, et le publier directement sur Twitch en live. Donc, le repo est dispo. Ça fait. Alors, je sais plus si c'est Puppeteer ou Playwright que j'ai utilisé, mais bon. Puppeteer ou Playwright qui démarre un navigateur, qui lance l'automatisation, qui récupère le flux vidéo, qui le transmet à FFmpeg et qui l'envoie un ingress de chez Twitch. Et en ce qui concerne Leakwars, alors ça c'est un jeu, si tu veux progresser en programmation et que tu connais pas, ça en fera des lives Leakwars. Ça c'est super cool. Moi je trouve ça cool. Encore une fois, hein, mais je suis un turbo nerd. Hein. Ah, No Such Farmer. Ah ouais, il doit être sur mon perso. Si je lance un Leakwars, il y a des chances que mon fils déboule relativement vite. Ça je vous l'assure. Mais non, attends. Je vais pas y arriver. Voilà, oui, c'est sur mon perso. Parce que Leakwars, je fais ça depuis un moment. Donc, Leakwars, c'est des poireaux de combat sur lesquels on va écrire nos IA. Ah, cool, hein. Donc là, les IA, par exemple, on va regarder. Donc lui, c'est 5ème Avenue. Il y a des chats, il y a des tournois, il y a des choses. Et nos IA derrière, alors j'ai pas encore exploré, mais on va pouvoir, not now, on va pouvoir écrire la méthode de combat de notre poireau, son intelligence, qu'il utilise comme arme, comment il se comporte, il peut invoquer des choses. C'est des IA qui montent au fur et à mesure en complexité parce que plus on monte de niveau, plus on va pouvoir acheter des armes puissantes qui vont avoir des caractéristiques différentes, des sorts, des puces. Alors dans les sorts, il y a des invocations, il y a des sorts d'attaque, il y a des sorts de défense. Il y a des sorts qui permettent de se téléporter, il y a plein de choses, et donc ça complexifie largement nos IA. Et puis une fois qu'on a fait ça, on va dans le potager. Un potager qu'on peut faire en Battle Royale. Alors, Battle Royale, il y a rarement du monde. Tu vois ? Ouais, il faut qu'on soit 10. Battle Royale, j'ai pas trop réussi à en faire. Des combats d'éleveurs, où là, on va balancer tous nos poireaux ensemble pour se battre contre tous les poireaux de quelqu'un d'autre. Et des combats poireau par poireau, où, par exemple, là, je dis lui... Et on va lancer le combat, sachant que tout est automatisable. Oula, attends. Il y a une API, et tu vois, donc il fait notre combat de poireau. En fait, au moment où tu l'as d'afficher, il est déjà terminé. Tu as déjà le résultat, donc tu peux le voir en accéléré. Tu as tes logs qui vont s'afficher au fur et à mesure. Et puis, à la fin du combat, on va regarder ce combat, on va le mettre un petit peu plus nerveux, on va dire. Voilà, donc on les voit qui font leurs choses, qui se déplacent, qui s'attaquent. Donc tu fais ça, c'est du JavaScript, donc ça permet d'avancer. Ah, je me suis fait fumer ma tête. Et donc à la fin, on a les résultats des stats. On monte dans le classement, nos poireaux gagnent de l'XP, on gagne des sous pour trucs. Et c'est assez intéressant. Voilà. Si un jour vous voulez, on fera des lives. On fera des lives combat de poireaux, et j'ai un autre jeu comme ça aussi qui est bien cool. À la fin du combat, c'est simple de récupérer les stats. Alors, t'as les stats au final de ta vie. T'as tout qui est ici. Et quand tu récupères tes stats via l'API, donc tout ça, c'est disponible via l'API de JSON. Et donc ça, c'est des vues. Il y a vraiment beaucoup de choses. Les dégâts, les soins. Combien de dégâts t'as tanké. Tour par tour, un peu ce qui s'est passé. Les différents déplacements. Et tu récupères après tous les logs de ton combat. Voilà, donc il y a beaucoup de choses. Et donc il y a accessoirement une API qui n'est pas publique et qui n'est pas documentée. Ça fait partie un petit peu du jeu. Elle se discute sur le forum et elle se fait en inspectant les requêtes qui sont faites.
Et voilà, ça fait partie du jeu que l'API soit pas documentée. C'est à nous, en tant que développeurs, d'aller la trouver et de se faufiler dans l'API. Et puis il y a un autre jeu, bah là, il y a moins de logs. Celui-là, il est un peu plus technique avec le forum et tout, c'est vachement sympa. C'est un jeu français, c'est open source, donc si vous voulez contribuer, faut pas hésiter. Et un autre sur lequel on fera sûrement des lives dans le futur, ça s'appelle Adventureland. Alors là, on n'est pas dans le même état d'esprit, ou on est presque dans le même état d'esprit. C'est un MMORPG où on va contrôler plusieurs personnages via du code. Pareil, ça, je suis en train de préparer un repo. Et donc, normalement, lui, c'est master. Il est censé avoir appelé ses petits copains. Donc, après, bah, tu peux jouer au jeu en te déplaçant, mais tu vois, regarde, il a invoqué les autres IA, le prêtre, le guerrier, et il faut que je la démarre. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va choisir les cibles, il va faire les choses. Et bon, bah, le code doit être un petit peu buggé, mais voilà, ils vont, tu vois, regarde, ils vont se battre ensemble, ils vont faire les trucs. Et ça aussi, on fera des lives, je pense, sur le sujet. Je vais essayer de finir les, on va dire, Nest, et puis on verra ça. En tout cas, de jeux de code très sympa pour progresser et pour s'amuser. J'utilise pas Nest là-dedans, mais c'est tout du JavaScript-like. Pour lui, j'ai commencé à bosser en me servant du code open source d'autres, un repo pour le faire en TypeScript. Et lui, j'ai pas fait ça en TypeScript, j'ai pas trouvé nécessairement. Ça mériterait de se faire aussi. Il y a sûrement quelqu'un qui a bossé dessus aussi. Donc Leaks Wars et Adventureland, deux super jeux de code. Pour avancer, progresser, réfléchir. Des fois, on n'a pas de side project, on sait pas quoi faire pour progresser. On a envie d'écrire du code, mais on n'a pas nécessairement d'idée. Et ces jeux-là, c'est des bonnes solutions pour faire des side projects collaboratifs super sympas. Voilà un petit peu pour aujourd'hui. Donc, le live s'achève après 2 heures. J'ai été très content de passer ces 2 heures avec vous et très content de voir toute l'interaction qu'il y a eu dans le chat aujourd'hui. Merci d'être venu, merci d'avoir pris du temps pour causer avec moi et pour regarder ce que je fais. Et bah, je vais vous dire merci et puis à bientôt. Je reste un petit peu pour voir s'il y a un petit message, petite chose, mais on en voit le bout. Je sens que ça s'excite. Je vais aller sortir mon fils, lui faire prendre l'air. S'il y a des idées de formats qui vous plairaient, de choses que vous voudriez voir en live, des sujets que vous aimeriez traiter, n'hésitez pas à m'envoyer un message, que ce soit sur Discord, sur Twitch, je sais pas si on peut envoyer des messages sur Twitch, mais voilà. Sur YouTube, bref. À bientôt et à vous les studios!